Le reboot de Tomb Raider a bénéficié d'un succès critique et commercial qui a permis à Lara Croft d'effectuer un retour fracassant sur le devant de la scène vidéoludique. Dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Tomb Raider, nous allons découvrir le prolongement de l'histoire initiée dans la nouvelle mythologie du personnage de Lara Croft. Peu après la sortie du Tomb Raider Reboot, la marque Tomb Raider Reflections a été déposée. Alors que beaucoup imaginaient la suite du reboot, il s'agissait en fait d'un jeu iOS en développement chez Renren Games. Ce jeu était un free-to-play basé sur des combats de cartes. Le jeu possédait une histoire dans laquelle Lara ouvrit une porte qui ne peut s'ouvrir qu'une fois tous les 500 ans. Elle pensait y découvrir le plus grand trésor de Carcasa de Tezcatlipoca, mais cette porte cachait en réalité des univers parallèles. Le monde est désormais plongé dans le chaos et Lara devra fermer les 1000 portes qui se sont ouvertes dans les autres univers avant qu'ils ne s'effondrent. Pour cela, elle devra collecter des artefacts en affrontant de puissants ennemis dans des batailles de cartes ainsi que d'autres Lara Croft issus de ces mondes parallèles. Un jeu qui sortira en décembre 2013 en Nouvelle-Zélande et en Australie afin de tester le potentiel du jeu, notamment sur son système de microtransactions qui permet aux joueurs d'acquérir de la monnaie virtuelle pour gagner du temps et acquérir de meilleures cartes ou d'autres tenues qui confèrent d'autres compétences. Le contenu se serait étoffé au fil des mois et on découvrait en fouillant les futures récompenses du jeu que beaucoup de destinations étaient prévues. La sortie mondiale était prévue pour 2014, mais face au flop du jeu, la sortie sera annulée et les serveurs des versions test seront définitivement fermés en août 2014. 2014 est l'année qui sonne également le retour de Tomb Raider en comics avec une suite directe du reboot vidéoludique. C'est Dark Horse qui publiera ses nouvelles aventures avec une première partie composée de 18 comics. Le premier arc est nommé Saison de la sorcière. Il est écrit par Gail Simone et dessiné par Nicolas Daniel Selma. Lara est en proie à de nombreux cauchemars depuis sa survie au Yamatai. Tous les survivants agissent de façon étrange, dont Jonah, qui lui parlera des 4 gardiens qui promettent de jeter une malédiction sur les survivants suite aux 4 objets que Jonah a volés pour décorer sa maison. La première malédiction est un tsunami qui s'abat sur la caravane de Jonah. Ils s'en sortiront et Jonah se fera héliporter à l'hôpital pour évaluation. Pendant ce temps, Lara donnera les objets volés à un vieil ami de son père, le professeur Cahalan, pour qu'il puisse les examiner. Reyes prendra contact avec Lara et évoqueront cette histoire d'objets volés. Selon Reyes, Lara avait insisté pour prendre ces objets en compensation du calvaire vécu sur l'île. Lara ne s'en souvient pas. Un homme du nom de Matsu fait soudainement irruption pour exiger les pièces volées en prenant en otage Alisha, la fille de Reyes. Pendant ce temps, Cahalan se fera tuer dans son bureau par un Makara, semblable à l'une des pièces que le professeur examinait. Le Makara s'empare des pièces. Après un flashback sur la rencontre entre Reyes et Ross, retour au bar où un homme viendra à la rescousse de Lara, Reyes et Alisha. Celles-ci prennent donc la fuite et préviendront Sam de faire attention à elle. Malheureusement, elle se fera capturer par 2 Makara. Reyes s'éloignera de Lara, reconnaissant qu'elle attire les ennuis. Lara se fera attaquer à nouveau par des Makara et apprendra que Sam est captive et en route vers le Yamatai. Lara se débarrassera de par la force et la ruse. Mais elle se fera rattraper par un homme qui lui révélera sa quête pour amener la Reine Solaire à la vie. Reyes interviendra pour sauver Lara qui lui explique donc la situation. Jonah et Reyes accepteront d'accompagner Lara vers le Yamatai. Alors que Lara fait de nouveaux cauchemars, le navire qui prend feu la réveillera et un nouveau naufrage la forcera de nager vers l'île. On apprend de Matsu que son plan est d'attirer Lara pour la sacrifier afin de ramener Mathias qui s'occupera de ramener Himiko. Sur les terres de l'île, Lara réussira à obtenir la position de Sam. Elle réfléchira aux calamités censées se produire et se rend compte que le bateau en feu était l'une des 4 calamités. Chacune doit être liée à un élément. Alors qu'elle se demande quelle pourrait être la 3e calamité, un éclair provoque un éboulement forçant Lara à plonger dans l'eau. Elle est assommée et rêvera d'Alex qui lui fait promettre de donner sa montre à sa sœur. Lara sera repêchée par Danny, l'homme qui l'avait sauvée dans le bar. Il lui apprendra que le père de Lara tentait déjà d'arrêter les Makara par le passé. Ces derniers surgissent et capturent Danny. Ils lui laisseront la vie sauve si Lara se rend. Elle s'exécute. Matsu ordonnera de verser le sang de Lara pour faire revenir Mathias. Le rituel fonctionne, mais plus de sang est nécessaire. Matsu ordonne donc de décapiter Lara, mais Reyes et Jonah débarqueront et mettront fin au rituel. Matsu menacera Lara de son arme afin que le rituel puisse reprendre, mais Sam l'exécutera grâce à la machette qui devait servir à tuer Lara. Toutefois, lui-même était un gardien, le rituel reprendra et ressuscitera Mathias dans le corps de Matsu. Cela aura pour conséquence de tuer ses 2 filles qui sont les 2 dernières gardiennes.
Lara réagira très vite et lancera une grenade vers Mathias, alors entouré de gaz inflammables, pendant que ses amis sont déjà en route vers la sortie. Alors que la caverne s'effondre, Danny et elle se précipitent vers la sortie. Danny pointera une arme sur elle et révélera que les objets volés n'existaient pas. Il a juste hypnotisé Lara et ses amis afin de les manipuler. Lara n'avait pas le souvenir de les avoir volés car ses souvenirs étaient trop vifs pour que sa manipulation fonctionne. Il a créé cette histoire pour retrouver les Solari et Matsu en utilisant Lara comme appât. Désormais, il souhaite se débarrasser de Lara car tant qu'elle sera en vie, les Solari tenteront toujours de ramener Mathias à la vie. Lara essaiera de s'enfuir, mais grâce à son emprise, il stoppera Lara et lui dira de sauter de la falaise. Lara s'exécutera mais utilisera les membres qu'il ne contrôle pas, ses mains. Elle lancera une grenade vers Danny qui mettra fin à ses jours et se rattrapera grâce à son piolet sur la paroi rocheuse. Et enfin, Lara retrouve ses amis à la fin de ce récit. Le second arc se nomme Secret et mensonge et est coécrit par Gail Simone et Rhianna Pratchett, la scénariste du reboot. L'arc est dessiné par Derlis Santa Cruz pour la première moitié, puis par Nicolas Daniel Selma pour la seconde. Lara essaie de créer des liens avec Reyes et reçoit la visite d'une apparition d'Alex qui lui demande de sauver sa sœur Kaz. Lara part pour Pripyat et retrouve Kaz. Elle apprend qu'elle est la cible de ses anciens employeurs, un mystérieux groupe connu sous le nom de Trinity. L'homme qui la chasse est un agent de la Trinité, Monsieur Cruz. Il s'en prendra à elle, mais après un violent combat dont Lara avait l'avantage, celle-ci sera assommée et reprendra ses esprits dans la maison familiale d'Alex. Sa famille l'a recueillie afin qu'elle puisse reprendre des forces. Par malchance, Monsieur Cruz enverra ses hommes assaillir la maison. Ces derniers tueront les frères de Kaz, mais Lara réussira à retourner la situation et faire cracher l'hélico dans lequel se trouvait Monsieur Cruz. Malheureusement, ce dernier a survécu et envoie depuis son lit d'hôpital Odger Ramil s'occuper de Lara alors qu'elle joue dans la pièce de théâtre de Jonah. Elle se fera agresser dans la rue et la façon dont elle se défendra impressionnera Ramil qui se ravisera. Monsieur Cruz s'échappera de son lit d'hôpital pour s'occuper lui-même de cette tâche. Il capturera Kaz et Lara le poursuivra dans le métro londonien avec l'aide de Ramil. Ils se débarrasseront de Monsieur Cruz et Ramil proposera à Lara de rejoindre Trinity et se dévoue à devenir son mentor. Il dira à Lara que cette dernière ne tue pas pour survivre mais parce que c'est dans sa nature. Lara refusera et Ramil ne supportera pas cette décision et se jettera sous le métro. Le dernier arc de cette première partie se nomme Reine des Serpents et est écrit par Rhianna Pratchett et dessiné par Derlis Santa Cruz. Lara et ses amis se rendent au Mexique car une organisation nommée la Serpientas de Caminan demande une rançon contre la libération de Grimm. Le Grimm qui s'est sacrifié dans le reboot de Tomb Raider. Lara ne peut malheureusement pas payer la rançon de 5 millions. L'héritage de ses parents n'est pas prêt de lui revenir étant donné que son oncle n'a pas confiance en elle à cause de ses aventures à travers le monde pour appliquer le testament. Ce dernier est l'exécuteur testamentaire. C'est pour cela qu'elle et ses amis se font passer pour une équipe de tournage de reportage pour accéder au Mexique. On découvre alors que Sam est en proie à des sauts d'humeur et qu'elle fait souvent des cauchemars en se voyant sous les traits de la reine Himiko. Alors qu'une tempête se lève, cette dernière se jettera dans l'eau et la tempête se dissipera à son contact. Plus tard, Lara se fera capturer par l'organisation et rencontrera Laetitia Cortez. Cette dernière connaît la famille de Lara et pensait qu'elle aurait les moyens de payer. Elle enfermera Lara dans la même cellule que Grimm et espère se servir de Lara pour réclamer une rançon à ses amis. Lara apprend que Grimm est en réalité son frère jumeau, Grimaldi, qui s'est fait capturer après avoir commencé un voyage suite à l'héritage de Grimm. Les deux réussiront à s'évader et à rejoindre leurs amis. La fin de cet arc est un épisode nommé Lumière froide du jour. Cette fin se concentre sur Sam qui, après avoir tué un homme au Mexique pour survivre, est complètement en train de devenir folle. Elle agressera des gens qui lui vaudront d'être enfermée en prison. Sa liberté sera refusée à cause de son agressivité lors de son arrestation malgré qu'elle n'en a aucun souvenir. Lara fera également appel à un psychologue étant donné qu'elle est toujours instable après les événements du Yamatai. Sam repoussera Lara et refusera de lui parler après qu'elle ait émise l'idée de voyager à nouveau. Lara écrira ses récits du Yamatai comme pour se retirer d'un poids. Un bon prologue au jeu Rise of the Tomb Raider que nous verrons un peu plus tard. Un roman écrit par Dan Abnett et Nick Vincent se déroulant avant les comics et proposé aux fans. Celui-ci se nomme Tomb Raider les 10 000 immortels et se déroule après le reboot et avant les comics. Lara part à la recherche de la Toison d'Or qui aurait des propriétés curatives. Elle souhaite guérir Sam alors en plein traumatisme après les événements du Yamatai.
Elle aurait même tenté de se suicider. Ce roman montrera une confrontation entre l'ordre de la Trinité et l'organisation appelée les 10 000 Immortels, menée par un certain Arès qui aurait vécu plusieurs siècles. C'est de ce roman qu'est vraiment expliquée pour la première fois la quête de l'immortalité par les Trinitaires. À la fin de ce dernier, Lara donnera un morceau d'or à Sam. Ce dernier avait également permis à Lara de survivre à un tir mortel. Cet or permettra à Sam de guérir de son traumatisme. Le roman est malgré tout considéré par les fans par non canonique car il y a beaucoup d'incohérences chronologiques entre ce dernier et les comics. Lara semble n'avoir jamais affronté les Trinitaires lors de sa rencontre avec Monsieur Cruz, par exemple. Mais avant que la Lara du reboot ne reparte à l'aventure, nous avons une autre Lara qui prépare son retour. Une suite au Guardian of Light est en développement. Crystal Dynamics collaborera avec Nixxes Software dès la fin du développement du reboot. La principale nouveauté est que le jeu pourra désormais se jouer jusqu'à 4 joueurs. Totek ne sera pas de retour, mais d'autres personnages avec leurs propres armes et capacités seront introduits. Nous avons toujours Lara avec ses doubles pistolets et son grappin, mais il faudra désormais compter sur un chasseur de trésors et rival de Lara, Carter Bell. Ce dernier possède juste des armes différentes, et enfin Horus et Isis qui possèdent chacun un bâton de lumière et remplacent donc Totek et sa lance. Le jeu est annoncé en juin 2014 au salon de l'E3 et le développement se terminera en novembre 2014. Valve et Crystal Dynamics annonceront un concours créatif pour que les fans puissent proposer du contenu sur le thème de Tomb Raider pour le jeu Team Fortress 2. Les éléments gagnants seront donc donnés pour les personnes ayant précommandé Lara Croft and the Temple of Osiris, le nom de cette suite. Le jeu sortira donc le 9 décembre 2014 sur PS4, Xbox One et PC, et plus tard sur Stadia et Nintendo Switch. Une édition collector nommée Gold Edition sortira exclusivement sur PC et PS4. Cette dernière comprend le jeu en édition physique avec un Season Pass, une carte du jeu, une mini-figurine de Lara et un artbook. Amazon proposera également un bonus de précommande permettant d'obtenir des armes et tenues de la licence Deus Ex, qui appartient également à Square Enix. D'autres enseignes proposeront le même type de contenu, mais pour les jeux Hitman et Tomb Raider Legend. Ces packs seront malgré tout proposés à la vente un mois après la sortie du jeu. Le jeu est toujours doublé par Keeley Hawes et pour la dernière fois Françoise Cadol en France. C'est bien la dernière fois que nous avions pu profiter de sa voix pour le personnage de Lara Croft. Malgré tout, sa carrière n'a pas cessé et nous la retrouvons toujours dans les films d'Angelina Jolie ou dans les jeux vidéo comme Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Merci à Françoise Cadol d'avoir donné autant de chaleur et de vie au personnage de Lara Croft. La bande-son est composée par Wilbert Roget II et cette fois-ci, elle est bien inédite comparée au Guardian of Light qui reprenait des morceaux de la trilogie Legend, Anniversary, Underworld. Le thème principal rendra honneur aux contrées et mythologies égyptiennes. Une excellente partition. Comme pour la plupart des jeux, voici le détail du déroulement du jeu Lara Croft and the Temple of Osiris. L'introduction plante le contexte du règne d'Osiris dans la mythologie égyptienne. Ce dernier avait uni les royaumes et faisait régner la paix et la justice sur toute l'Égypte, jusqu'à ce qu'il soit tué par Seth, son usurpateur de frères. Isis, la femme d'Osiris, le ramena à la vie grâce au sceptre d'Osiris, juste le temps de lui donner un fils, Horus. En apprenant la nouvelle, Seth s'empara du sceptre pour emprisonner Isis et Horus.
Il s'empara également du corps réanimé d'Osiris et le découpa en morceaux qu'il dispersa aux 4 vents jusqu'à établir son règne absolu sur l'Égypte. Alors que le royaume déclinait, Seth descendit dans les enfers de la Droite pour étancher sa soif de pouvoir. Seulement, Osiris est le seul à posséder le pouvoir de revenir de la Droite. Seth se retrouva prisonnier pour l'éternité. Le temple d'Osiris resta fermé durant des milliers d'années jusqu'à ce que Lara Croft et Carter Bell, un archéologue en pleine ascension, découvrirent le temple. Trop pressé d'être le premier en termes de découverte, Carter prit le sceptre d'Osiris et se retrouvèrent marqués du sceau de la Droite. Et leur temps est désormais compté. Isis et Horus sont libérés grâce à cette action. Ils expliquent à Lara et Carter que le seul moyen de s'en sortir est de retrouver les morceaux d'Osiris et de s'échapper du temple. Le premier niveau se lance et on retrouve nos 4 personnages dans la pyramide d'Osiris. Ce niveau sert d'introduction et l'on apprend que la libération d'Isis et Horus a réveillé Amut, la dévoreuse de cœur. Elle ne cessera de fouiller les entrailles de la terre pour les trouver. On retrouve donc le système de pierres précieuses à ramasser pour augmenter son score, mais cette fois-ci, elles permettront également d'ouvrir des coffres renfermant de l'équipement, un peu comme une monnaie de jeu. Autre nouveauté, la possibilité de ramasser des urnes funéraires de vos amis morts dans le jeu pour gagner des points, la possibilité d'allumer des brasiers pour récupérer des bonus et permettre d'y voir plus clair. Et c'est aussi l'occasion de découvrir les pouvoirs du sceptre, il permet de détruire les marques de Seth qui réussit tout de même à étendre son pouvoir dans notre monde. Les détruire permet de progresser dans les niveaux, un premier mini-boss en forme d'œil permet de se familiariser avec la visée. Seth fera une apparition et révélera que le sceptre, récemment réveillé, l'a mené jusqu'ici pour l'aider à reprendre ce qui lui appartient. Isis le préviendra qu'elle est déterminée à l'enfermer pour toujours dans la Droite. Toutefois, Seth a eu le temps d'apprendre tous les secrets de la Droite et qu'il saura retrouver le chemin jusqu'à son trône. Il réveille alors les morts pour leur barrer la route. Le niveau introductif reprend, on découvre donc les premiers ennemis que nous croiserons tout au long du jeu, et la possibilité de ramasser des collectibles symbolisés encore par des crânes rouges. Une autre fonctionnalité est montrée, celle de soulever des dalles gravées de hiéroglyphes fluorescents. Le grappin et les explosifs sont de retour également et gardent les mêmes fonctionnalités que dans Guardian of Light. Des bonus sont toujours collectables, comme augmenter sa santé max ou sa barre de munitions. Des équipements sont présentés comme les anneaux qui appliquent des effets aux personnages. Amut se montrera à la fin du niveau et il faudra l'éviter à travers un couloir au sol qui s'effondre. La première énigme se montre avant de ramasser la première arme lourde qui est affectée par la barre de munitions. Un autre type d'équipement est montré, il s'agit des amulettes qui donnent des compétences spéciales qui s'appliquent à vous et vos alliés. Amut reviendra et ils réussiront à être hors de leur portée, mais Isis prévient qu'elle reviendra certainement. Le joueur est emmené sur une map monde où un gardien possédant un morceau d'Osiris s'opposera à eux. Une fois vaincu, le joueur est libre de visiter ce hub qui cache des collectibles, des coffres qui ne sont accessibles qu'à certains moments de la journée, ou bien lors de certaines conditions climatiques. Les statues d'Osiris sont un peu partout sur ce hub et permet de nous indiquer vers quel tombeau se rendre si l'on est perdu. Le tombeau suivant est le tombeau du maître du temps. Dans celui-ci, on apprend que le sceptre peut ralentir le temps et permettre à certains objets de mettre plus de temps avant de s'enclencher, notamment les explosions de bombes à retardement. Un autre fragment d'Osiris sera trouvé avant un retour à la map monde et de pouvoir découvrir un endroit auparavant inaccessible, l'amphithéâtre de Khépri. Après quelques arrêts dans des défis tombeaux, il faudra se battre dans une arène contre l'armée de Seth afin d'ouvrir le chemin vers le prochain tombeau, celui de l'orfèvre. Il permet de découvrir d'autres sortes d'énigmes mettant en avant des miroirs censés refléter les rayons du sceptre et de nouveaux ennemis armés de boucliers. Le niveau se terminera après un affrontement contre Apophis. Un fragment d'Osiris récompensera les efforts de Lara. Celui-ci permet également d'accéder à un cadran dans le sanctuaire d'Osiris, offrant la possibilité de chasser la nuit éternelle que Seth a instaurée. Une fois le soleil revenu, certains collectibles sont désormais accessibles, mais surtout la pyramide d'Osiris qui cache le prochain tombeau, le tombeau de Khépri. Ce niveau vous obligera à garder l'équilibre sur une boule qui roule, sur laquelle vous affronterez Khépri. Une fois défait, un vase funéraire contenant les organes d'Osiris vous sera donné, à remettre aux côtés des autres fragments d'Osiris. Pour essuyer la mort de Khépri, Seth libère alors Sobek, le dieu crocodile qui inonde le sanctuaire d'Osiris et permet d'accéder à des lieux inaccessibles auparavant grâce à la montée des eaux. Une nouvelle salle de défi comprenant des miroirs peut être abordée. Par la suite, des crocodiles se dresseront sur le chemin de Lara et peuvent même l'empoisonner. Une fois à terre, il faut les exploser pour les empêcher de se relever. Le tombeau du passeur verra quelques affrontements contre des crocos et de vivre une course-poursuite avec Sobek qu'il faudra éviter sur un parcours rempli de pièges.
Encore une fois, atteindre la fin de ce dernier permet de mettre la main sur un nouveau fragment d'Osiris. Après un passage dans un autre tombeau défi, c'est le tombeau du garde-lumière qui entre en scène. Un tombeau faisant intervenir des énigmes et puzzles liés au gaz s'échappant du tombeau. La fin de ce dernier sera encore une course contre la montre pour éviter le tonnerre de Sobek et récupérer un fragment. Puis un autre fragment dans la chambre de l'oracle, un niveau assez étrange avec plein d'yeux qui vous observent et un mini-boss, vous permettra d'avoir restauré assez de puissance d'Osiris pour vous permettre de faire cesser la pluie et d'accéder au combat contre Sobek. Il faudra simplement placer des chronobombes dans son écuelle et la faire sonner pour qu'il mange la bombe. La somme est de placer des explosifs qui feront baisser sa vie. Une fois vaincu, un nouveau vase funéraire vous sera donné. En se retrouvant sur la map monde, la neige a fait son arrivée alors que nos amis doivent se rendre vers leur prochaine destination, le tombeau du bourreau. Bien sûr, après un petit défi tombeau. La suite de l'aventure se fait dans un tombeau très sombre et rempli de pièges. Après la récupération du fragment, la prochaine destination est la crypte du pharaon. Pour obtenir le fragment, il faut affronter le pharaon en évitant les pièges. Enfin, le tombeau de l'architecte permettra de récupérer le fragment qui permettra de reprendre le contrôle de la météo pour faire fondre la glace, reformer Osiris et affronter Seth dans un ultime niveau où vous retrouvez bon nombre de sbires croisés durant l'aventure. Une fois vaincu, Osiris retournera dans le monde des morts, là où est sa place aux grandes dames d'Isis et Horus. Ils ont cependant le devoir d'empêcher Seth de revenir car il reviendra et personne ne peut rien faire contre ce cycle. Lara et Carter sont libérés de la malédiction et après les au revoir avec Isis et Horus, le jeu arrive à son terme. La réception du jeu sera différente du précédent opus. En effet, celles-ci furent mitigées ou moyennes, la faute à une histoire toujours peu convaincante, des graphismes datés et un gameplay beaucoup trop similaire au Guardian of Light. Le système de map monde a apporté un défaut au jeu, celui qui empêche le joueur de quitter un niveau en plein milieu. Il faudra soit revenir au début du niveau, et des fois c'est impossible, soit le terminer. La durée de vie est une nouvelle fois beaucoup trop courte, mais là où Temple of Osiris brillera, c'est bien par sa composition musicale et son mode coopération, même s'il peut paraître un peu brouillon parfois. Les chiffres de vente ne sont malheureusement pas connus, ce qui, en général, n'est pas une bonne chose. Le Season Pass, dont je vous parlais plus tôt, comprenait 2 packs DLC. Le premier se nomme Mort Glaciale, il comprenait une nouvelle tombe se déroulant dans un tombeau glacé, une tenue Mort Glaciale, le fusil Mort Glaciale et de nouvelles amulettes. Le second et dernier pack, nommé Engrenage, proposait également une nouvelle tombe qui repose, comme son nom l'indique, sur des engrenages. Une apparence originale de Lara Croft de 1996, le lance-bombe à fragmentation et de nouvelles amulettes et anneaux. Mais Lara Croft and the Temple of Osiris n'est pas le seul spin-off à être proposé durant cette période. Un an plus tard, en 2015, sortira Lara Croft Relic Run, un jeu inspiré de Temple Run, un jeu mobile ayant eu un énorme succès. Relic Run reprendra la même base de course sans fin, mais l'implémentera dans l'univers de Lara Croft. C'est Simutronics qui développera le jeu en collaboration avec Crystal Dynamics et Square Enix qui veilleront à ce que l'univers soit respecté. Lara Croft est à la recherche de son ami Carter Bell qui a disparu et aurait trouvé des reliques liées à d'étranges événements. Le but du jeu est de guider Lara qui court sans relâche et d'atteindre l'objectif fixé dans le niveau. Cela peut être de courir une certaine distance, de ramasser des reliques, des pièces ou des gemmes. Bien sûr, il y a quelques phases de tir en rail shooter et le jeu se corse de plus en plus au fil des niveaux, et c'est pour cela que le joueur doit utiliser ses pièces et ses gemmes pour améliorer son équipement comme le gilet pare-balles, la capacité de son chargeur, ses armes, ses bonus, ses tenues qui offrent certaines capacités et bien sûr, il faut jouer pas mal de temps pour espérer remporter de la monnaie, ce qui peut pousser certains joueurs à acheter de la monnaie virtuelle avec de l'argent réel. Les 40 premiers niveaux se déroulent dans la jungle où vous pourrez conduire un quad et affronter un T-Rex sur certains tableaux. Les niveaux 41 à 80 se déroulent dans le désert qui introduira la Manticore et la possibilité de conduire une moto. Et enfin les 40 derniers niveaux vous emmènent dans les montagnes et vous pourrez y affronter un Oni. Le scénario n'a pas vraiment de fin, juste un message disant que Carter s'est rendu ailleurs et que le combat n'est pas fini. Un jeu qui aura des critiques assez moyennes malgré ses séquences plus épiques que Temple Run, avec notamment ses combats de boss et un jeu assez beau pour l'époque, mais malgré tout gourmand en ressources. Des ralentis seront implémentés ici et là afin de laisser au jeu le temps de se charger. Les chiffres de téléchargement sont plutôt encourageants avec 10 millions de téléchargements pour la version Android.
Pour la suite de notre histoire, je vous emmène à la découverte du studio Square Enix Montréal, un studio fondé en 2011 pour développer un nouvel opus d'Hitman. Mais en 2013, les plans de Square Enix changent. Ils décident de développer plus de jeux mobiles et Square Enix Montréal sera leur studio de choix. La plupart des développeurs quitteront Square Enix Montréal, dont le directeur technique Antoine Routon. C'est Daniel Lutz, directeur du jeu, qui le convaincra de revenir pour travailler avec lui sur un jeu mobile Hitman au tour par tour qui deviendra Hitman Go. Le jeu proposait des graphismes qualifiés de jeux de société élégants. L'esthétique et le concept plairont à Square Enix. Le jeu reprenait et distillait toute la base des éléments de la série Hitman dans leur forme la plus simple. Le but était également de permettre aux joueurs de pouvoir y jouer lors de courtes sessions. Le succès de ce jeu donnèrent l'idée à Square Enix Montréal d'étendre le concept de la franchise Go et de l'adapter avec d'autres licences de Square Enix. Et bien évidemment, la suivante concernait Lara Croft et Tomb Raider. 10 personnes travailleront sur le jeu et choisiront de faire des environnements plus détaillés et non reprendre l'aspect jeu de société d'Hitman Go. Les assassinats discrets seront beaucoup moins essentiels, Lara possédera plus d'animation et un environnement plus interactif. Ils choisiront de reprendre l'esthétique des premiers Tomb Raider au lieu du reboot de 2013. Et enfin de ne garder que le concept le plus simple de la série, les développeurs se baseront sur leur mémoire de la licence et ne travailleront avec aucun document provenant d'anciens jeux. Parmi leurs souvenirs, les fuites face aux animaux géants et aux pièges. La musique sera également inspirée des partitions de Nathan McCree pour Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3. C'est Pixel Audio qui la composera, une entreprise canadienne qui comprend plusieurs membres et qui travaille aussi bien pour le cinéma que pour les publicités et les jeux vidéo comme Star Wars Squadrons dernièrement. La licence Go ne fera pas revenir de niveaux basés sur le temps, mais implémenteront des environnements qui s'écroulent au fil des tours afin de créer un sentiment d'urgence chez les joueurs. Le jeu ne proposera aucune narration et aucun tutoriel au vu de sa simplicité. Cela permettait de ne jamais couper le joueur pendant ses parties. La caméra sera assez bien pensée cette fois pour permettre de voir l'intégralité des puzzles dès le départ pour réfléchir d'entrée à sa résolution. Sans compter que la caméra suit désormais le joueur. Unity sera le moteur du jeu et d'abord pour iPhone puis sur des écrans de plus en plus grands, contrairement au développement d'Hitman Go. Il avait posé beaucoup de soucis car ils avaient commencé à le développer sur un écran de tablette. Le jeu sera annoncé en juin 2015 pour une sortie sur Android, iOS, Windows et Windows Phone en août 2015. Le jeu Lara Croft Go se lance avec un menu circulaire comme à la bonne époque, de quoi ravir les fans de la première heure. Le jeu est divisé en 6 chapitres, le premier est l'entrée et ne se compose que de 5 niveaux. Lara commence dans la jungle avant de se rendre dans une grotte qui cache une reine serpent. Le jeu met en place ses mécanismes de levier et de murs qui s'effondrent à chaque tour. Elle arrivera finalement devant une clé des serpents, qui est la première à s'insérer dans une grande porte menant au trésor convoité du jeu. Le second chapitre, le labyrinthe des serpents, commence dans un marécage et verra Lara se servir de ses doubles pistolets pour la première fois face à des serpents. Elle y rencontrera de nouveaux pièges et ennemis dans des niveaux toujours aussi simples. Elle mettra la main sur un javelot avec lequel elle tuera les ennemis à distance. Mais une fois utilisé, il faudra en trouver un autre car ils ne sont pas illimités, contrairement aux doubles pistolets. Des dragons de Komodo seront les premiers ennemis à la poursuivre et il faudra les piéger pour s'en débarrasser ou les éliminer discrètement. Après avoir établi un pont, Lara trouvera la clé des pierres à placer sur la porte géante et avoir accès au chapitre suivant, le labyrinthe des pierres. Les niveaux feront intervenir de nouveaux ennemis, les araignées. Le but sera encore de déployer un pont à traverser.
Bien sûr, les énigmes continuent de se corser et feront apparaître des piliers à bouger de façon logique pour progresser, ainsi que de nouveaux pièges. Des boules qui rouleront à chaque tour, il sera aussi nécessaire qu'elles atterrissent parfois sur des mécanismes au bon moment. Une fois Lara capable de traverser le pont, elle mettra la main sur la clé des esprits qui ouvrira enfin la grande porte. Proche du trésor, elle se fera néanmoins surprendre par la reine des serpents qui la fera tomber dans le nouveau chapitre, le labyrinthe des esprits. Ce chapitre ajoute une nouvelle fonctionnalité, le feu. Ce dernier permet à Lara de faire reculer les ennemis et se servir de ça pour les amener sur des dalles qui ouvriront des portes ou déclencheront des pièges. Le dernier niveau sera un affrontement contre le grand serpent et Lara récupérera l'Atlas convoité. Ce qui amènera le dernier chapitre, celui de la fuite à travers 3 niveaux qui vous permettront de mettre un terme à l'aventure. Le jeu sera très bien reçu par la presse et les joueurs. Graphiquement très beau, assez théâtral, des animations fluides et le souci du détail. Certains points diviseront, comme ceux qui trouvaient les énigmes trop faciles et d'autres qui les trouvaient insurmontables. Il recevra plusieurs prix, comme meilleur jeu iPhone de l'année 2015 et le meilleur jeu mobile de l'année 2015 aux Game Awards. Apple lui décernera également le prix d'Apple Design Awards 2016. Bien sûr, le jeu proposait quelques bonus comme des collectibles débloquant quelques tenues, mais il proposera aussi un nouveau chapitre 3 mois plus tard, la caverne de feu. Ce chapitre apportait de nouvelles mécaniques aux ennemis qui pouvaient se régénérer après un chaos, de nouvelles tenues à débloquer et les nouveaux tableaux mettaient la difficulté à son paroxysme. La fin verra Lara mettre la main sur le fragment de vie qui transformera tous ses poursuivants en statues. Une extension bienvenue qui augmentera considérablement la difficulté du jeu. La carrière de Lara Croft Go ne s'arrêtera pas là, des versions PS4, PS Vita, macOS et Linux sortiront en décembre 2016. À l'occasion, un nouveau contenu gratuit sera ajouté sur toutes les plateformes, un nouveau chapitre nommé le miroir aux esprits. Lara rencontre son double grâce au miroir aux esprits, ce qui change beaucoup de choses au niveau de la réalisation des énigmes car chacun de vos pas seront également réalisés par le sosie qu'il faudra protéger. Le gameplay devient asymétrique dans des niveaux se passant dans un manoir Croft parallèle. À la fin, Lara regagne son véritable manoir grâce à un portail. Pas de détails sur les chiffres de vente, mais un 3e jeu Go verra le jour en utilisant la licence Deus Ex, qui terminera cette trilogie. Mais au milieu de tous ces jeux et comics qui prouvent que le reboot a dépoussiéré le mythe de Lara Croft et effacé définitivement d'anciennes blessures, Crystal Dynamics prépare l'avenir et ce sera avec l'aide d'Eidos Montréal. Ces derniers ne seront plus en charge d'un mode multijoueur, mais apporteront bien leur aide sur la campagne solo. 2 semaines après avoir terminé le développement du reboot et avant de connaître le résultat des premières ventes du jeu, ce nouveau jeu est toujours dirigé par Noah Hughes et Brian Horton. Pour le scénario du jeu, c'est Rhianna Pratchett qui signe son retour. Elle fera la liaison entre l'histoire du reboot des comics et de ce nouveau jeu, tout en essayant de ne pas perdre les personnes qui n'auraient pas lu les comics. On se souvient à la fin du reboot que Lara Croft était déterminée à parcourir le monde et découvrir d'autres mythes et légendes. Elle devient également plus confiante et compétente, mais elle a toujours une certaine invulnérabilité en elle afin de la rendre toujours aussi humaine et attachante auprès des joueurs. Une Lara plus intéressée par ce qu'elle découvre et montrer manette en main qu'elle cherche à apprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que les objets de collection sont plus variés et qu'elle cherche à apprendre plusieurs langues, pour comprendre ce qui l'entoure et pour dénicher notamment des pièces de monnaie avec lesquelles elle pourra acheter des objets qui lui permettront de traverser l'aventure plus facilement. Le système d'artisanat permet également de montrer une Lara toujours aussi ingénieuse, capable d'utiliser l'environnement contre les ennemis. D'ailleurs, ce sera désormais à Lara elle-même de se soigner, désormais grâce aux bandages dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Ces bandages seront créés grâce aux différentes ressources trouvées dans son environnement. Rhianna Pratchett aura cependant pas mal de difficultés pour écrire ce futur jeu nommé Rise of the Tomb Raider. En effet, elle souhaite montrer l'état mental de Lara après les événements du reboot. Lara Croft a vécu des horreurs sur cette île, a vu des amis mourir, et il est tout à fait normal que psychologiquement, elle ne s'en est pas sortie indemne. Et ce n'était pas évident de le montrer sans parler des événements des comics. Le casting est également beaucoup moins grand que dans le reboot, laissant plus de temps d'écran à chaque personnage. L'équipe de Crystal Dynamics imposera un ton en puisant dans des suites de films qui ont su être meilleurs que leurs prédécesseurs. Ils s'inspireront donc de Rambo 2 La Mission pour le côté furtif du jeu, Terminator 2 Le Jugement Dernier pour le parallèle entre Sarah Connor et Lara Croft qui sont en possession d'une vérité à laquelle personne ne croit,
à couteau tiré et le territoire des loups pour les scènes où Lara combat des ours et des loups. Anna et The Descent inspireront les arcs, les flèches et le piolet comme c'était déjà le cas du reboot. Et enfin, Alien vs Predator et le jour d'après inspireront les événements neigeux et notamment le cadre de la toundra. C'est le rythme de l'histoire qui sera principalement amélioré, un point beaucoup plus important que l'histoire elle-même selon Horton. C'est pour cela que plusieurs séquences de gameplay seront inutilisées pour ne pas desservir le rythme. Par exemple, une séquence d'ouverture en Jeep où Lara combattait des ennemis sera coupée du jeu final et les événements rapides que le reboot faisait très souvent intervenir seront réduits. Les joueurs avaient signalé qu'il y en avait trop dans le reboot. Autre amélioration, le système de chasse et la furtivité seront améliorés. En effet, Lara peut crafter directement ses flèches, ses pièges et ses bombes grâce aux ressources qu'elle ramasse dans l'environnement. Quant à la furtivité, Lara peut se cacher dans les buissons, attirer les ennemis ailleurs et créer un nouveau type de flèches, les flèches empoisonnées. Une équipe interne était chargée de développer des scènes OMS, comprenez par là des scènes Oh My Shit. Des scènes spectaculaires, dignes des plus grands films d'action, il y en avait déjà dans le reboot, mais l'équipe souhaitait encore plus de scènes comme ça pour la suite. La Sibérie, lieu principal du jeu, sera rendue plus vivante que l'île du Yamatai avec ses animaux qui se renouvellent, ces zones qui peuvent changer en avançant dans l'histoire et dans lesquelles on ne trouve pas les mêmes ressources selon les heures de la journée, bref, un endroit qui ne comporte pas uniquement des suites d'événements. Il ne souhaitait pas non plus que le jeu propose trop de contenu facultatif que les joueurs se sentiraient obligés d'accomplir. Enfin, en ce qui concerne les arbres de compétences, ceux-ci proposeront plus d'options pour les joueurs et n'est pas qu'une simple réédite du reboot. Beaucoup de fans regrettaient le faible nombre de tombes du Tomb Raider 2013. Les développeurs prendront en compte cette remarque et décideront d'en mettre beaucoup plus dans Rise pour donner aux joueurs l'impression d'être des archéologues, mais aussi d'en craindre les pièges encore plus nombreux. Les anciens titres Tomb Raider seront analysés afin de s'inspirer des meilleures fonctionnalités et de les incorporer dans les énigmes de ce nouveau jeu. Énigmes toujours basées sur la physique. D'autres seront basés sur la physique de l'eau, comme les premiers jeux de Core Design. Certains puzzles seront connectés entre eux dans des tombes beaucoup plus grandes que dans le reboot, ce qui donnera une sensation de grandeur à celle-ci. Enfin, des tombes facultatives seront aussi plus nombreuses, n'offrant plus de points de compétences, mais des compétences inédites qui serviront le joueur. Ces tombes deviendront de plus en plus compliquées au fil du jeu. Le monde du jeu a été conçu pour refléter l'état mental de Lara. L'équipe introduira ce qu'elle appellera la beauté inquiétante pour y parvenir. Ce qui définissait la beauté inquiétante était en premier lieu des couleurs vibrantes qui reflétaient la grande échelle du jeu. Des jeux vidéo et des beaux-arts seront également inspirants comme des peintures réalistes russes du 19e siècle. Au-delà des peintures, des voyages seront effectués pour se documenter sur les destinations de Lara. Ils iront chercher l'inspiration au parc national de Yosemite et plusieurs endroits différents de la Turquie, comme la Cappadoce, Istanbul et Éphèse, dont la bibliothèque de Celsus servira de modèle pour les archives inondées. C'est la culture byzantine et l'architecture grecque qui est principalement recherchée par les développeurs pour concevoir l'Assyrie et Kitej. Ils mettront 6 mois à concevoir les effets de neige comme les traces qu'elle laisse ou les avalanches afin que les joueurs soient encore plus immergés dans le jeu. L'équipe implémentera tout de même l'Oasis afin de varier les environnements du jeu. Camilla Luddington rempilera pour la motion capture de Lara. Elle durera 2 ans et elle fera face à un énorme défi dans cette aventure, celui d'incarner Lara en proie au vent et à la neige. Cette fois-ci, Camilla suivra un entraînement pour manier les armes afin de rendre plus réaliste l'assurance qu'a pris Lara après le reboot. Il fallait aussi qu'elle soit la plus convaincante possible pour l'arrivée de Tomb Raider sur les 8e générations de consoles. Bien sûr, il y a eu la définitive édition du reboot, mais la motion capture de base n'avait pas été pensée pour ces consoles. Elle mettra donc de la peinture fluorescente sur son visage qui permettra d'avoir 7000 points de référence. Malheureusement, cela devenait beaucoup trop réaliste et Lara ressemblait plus à Camilla qu'à elle-même. C'est pour cela que beaucoup avaient remarqué que le visage de Lara était assez différent du précédent opus. Ils essaieront donc de créer des expressions faciales subtiles au lieu de reprendre celles de Camilla. Pour les cinématiques, Crystal Dynamics s'attardera sur des détails comme les muscles de Lara qui se tendent lorsqu'elle grimpe ou des taches qui apparaissent sur sa peau à cause du froid. Ils utiliseront même une carte de rides afin de rendre la peau de Lara encore plus réaliste qu'auparavant. En France, c'est Alice David qui rempile pour le doublage français. La bande originale sera composée par Bobby Taouri, qui a notamment composé pour la série Game of Thrones. Il voudra une composition qui porte l'histoire pour Rise of the Tomb Raider.
Petite anecdote, Crystal Dynamics était déjà en négociation avec Bobby en 2012, quelques mois avant la sortie du reboot de Tomb Raider, et c'est en fin d'année 2013 qu'il s'engagera sur le projet, lui laissant beaucoup de temps pour livrer ses compositions. Il était même heureux d'avoir autant de temps par rapport à tous ses précédents projets. Il en profitera pour écouter toutes les bandes son des jeux Tomb Raider afin de s'immerger de l'univers de Miss Croft. La bande son sera enregistrée à Nashville par un orchestre à cordes et cuivre de 52 musiciens. Cet orchestre est notamment composé d'un violoncelle, un dulcimer et un handpan. La partition sibérienne comprend un gusli, un chant masculin grave. Enfin, une nouvelle technologie sera utilisée dans ce jeu, l'Intergiciel Dynamic Percussion System, qui crée la musique pendant que le jeu est joué. Au final, le thème de Rise est plus dépaysant que son prédécesseur en reprenant les notes du thème du reboot. Et pour la première fois, une chanson apparaîtra au générique de fin, A Shall Rise par Karen O et le guitariste David Parrot. Pour ce qui est du reste du jeu, il prendra en charge le format de Biatmos. Le moteur du jeu est le moteur Foundation à nouveau et utilise notamment un éclairage global et un rendu basé sur la physique pour créer la lumière et les ombres. Le jeu sera créé à partir d'une technique appelée le kit bashing, une technique qui consiste à créer grossièrement et rapidement un nouveau tout en laissant la possibilité de le déconstruire et le modifier jusqu'à la satisfaction des développeurs. Pour ce qui est de la fidélité graphique, Nixxes Software sera sollicité. Ils s'occuperont d'ailleurs du portage sur Xbox 360 car la priorité de développement s'est faite sur Xbox One. Ce n'est pas un hasard car même si le jeu fut annoncé par Square Enix durant l'été 2013, il sera montré pour la première fois lors de la conférence Microsoft à l'E3 2014. Cette fois-ci, plus surprenant, lors de la conférence Microsoft de la Gamescom 2014, il est annoncé que Rise of the Tomb Raider serait une exclusivité Xbox prévue pour fin 2015. Une histoire qui fera couler beaucoup d'encre car beaucoup de joueurs étaient indignés de ne pas avoir droit de découvrir la suite des aventures de Lara Croft sans devoir acheter une Xbox alors que tous les opus sont passés par la case PlayStation et PC. Il sera déclaré plus tard que le jeu serait disponible plus tard sur d'autres plateformes, mais les premières déclarations étaient très floues. Phil Spencer avait notamment déclaré qu'il voulait une exclusivité pour tenir tête à Uncharted. Il était tout à fait normal pour Microsoft de rester flou sur ce sujet afin que les fans de Tomb Raider achètent leur console et ne sachent pas qu'il sera dispo plus tard ailleurs. Les joueurs s'en prendront surtout à Square Enix plus qu'à Microsoft. Mais cela a permis à Crystal Dynamics de bénéficier d'un partenariat solide avec Microsoft qui publiait le jeu. Microsoft profite de son deal pour faire un pack Xbox One accompagné de Rise of the Tomb Raider et d'un code de téléchargement du reboot. Une édition collector montrera le bout de son nez avec une figurine de 12 pouces de Lara, un steelbook, un collier de jade de Lara et une reproduction du journal de Lara. Un Season Pass contenant des armes et tenues supplémentaires, des cartes d'expédition et 2 extensions. GameStop proposera un bonus de précommande, un pack de cartes Holy Fire pour le mode expédition. Microsoft assurera très bien la promotion du jeu en proposant notamment un live Twitch où 8 candidats se retrouvaient dans une rue et devaient faire face à des conditions météorologiques. Les viewers votaient pour leur candidat favori qui gagnait un voyage sur le thème de Tomb Raider. Les viewers remportaient également des récompenses in-game pour Rise. C'est le 15 novembre 2015 que sort Rise of the Tomb Raider sur Xbox One et Xbox 360 et le 28 janvier 2016 sur PC. Dans le menu principal, ce n'est pas moins de 4 difficultés qui attendent le joueur. Le mode aventurier, qui est un mode très facile, active une aide à la visée et voit la santé et les dégâts des ennemis réduits. Le mode pilleur de tombes, qui est un mode facile, désactive cette aide à la visée et propose la santé et les dégâts des ennemis moyens. Le mode pilleur chevronné, équivalent à un mode normal, ne permet la régénération de santé qu'en dehors des combats.
avec des ennemis faisant plus de dégâts, possédant plus de santé et des sens plus développés. Pour le mode survivant, l'ennemi est plus coriace, la régénération de santé est désactivée, les améliorations et l'équipement coûtent plus cher et il est nécessaire d'avoir des ressources pour utiliser un feu de camp. Le jeu se lance sur des paysages enneigés. Un narrateur explique qu'en devenant adulte, beaucoup perdent le sens de l'émerveillement, hormis les explorateurs, ceux qui dessinent l'avenir de l'humanité de par leur découverte. Ce narrateur, c'est le père de Lara. Les paysages défilent et nous retrouvons Lara et Jonah qui contemplent des montagnes sibériennes qui abriteraient une cité perdue. Malheureusement, les hommes qui les ont accompagnés sont trop épuisés pour les accompagner. Peu après, nous retrouvons Lara et Jonah en train d'escalader les montagnes. En suivant la piste à travers la neige et le vent, Lara se fera surprendre par un éboulement et s'en sortira grâce à ses réflexes. Une fois revenue sur la terre ferme, elle cherchera le moyen de rejoindre Jonah en escaladant les parois glacées à l'aide de ses 2 piolets. Une fois rejoints, ils se feront un chemin à travers les montagnes et Lara espérera que les Trinitaires n'aient pas été plus rapides qu'eux. Ils seront contraints de jouer les alpinistes pour enfin découvrir ce qu'ils recherchent. Mais un éboulement les forcera à se séparer. Jonah peut battre en retraite, mais Lara est obligée d'échapper à une avalanche qui l'emportera avant que l'histoire nous emporte 2 semaines plus tôt à Londres. Cette cinématique nous met dans la peau d'un intrus dans l'appartement de Lara, écoutant les enregistrements du père de Lara. Ce dernier est convaincu qu'il existe une vie après la mort, qu'il existe une vie éternelle. Il est cependant effrayé par les Trinitaires, une organisation qui chercherait à contrôler le devenir de l'humanité. Sur les murs, beaucoup de photos et de documents montrent le prophète, la Syrie et des coupures de journaux évoquant les événements du Yamatai. Le père de Lara confesse dans l'enregistrement qu'il doit faire attention aux Trinitaires et protéger Lara et Anna. À ce moment-là, Lara Croft entre dans l'appartement et se rend compte que quelque chose cloche. Le magnéto est en marche et la fenêtre est ouverte. Quelqu'un s'apprête à entrer et Lara attrape son piolet par méfiance. C'est finalement Anna qui entre dans la pièce. La femme qui s'est mise avec Richard Croft après la mort de la mère de Lara. Elle montrera à Lara qu'elle est encore affichée dans la presse à scandale et qu'elle est taxée de folle comme son père à une époque. Lara lui fera part de ses découvertes sur le tombeau du prophète. Elle marche sur les traces de son père qui était sur le point de faire une grande découverte. Anna essaiera de raisonner Lara, cette dernière ne veut pas voir Lara devenir folle comme Richard. Lara insistera que son père avait raison et qu'elle sait ce que c'est que d'être témoin de quelque chose de spécial que personne ne veut croire. Et malgré les efforts d'Anna, voici que nous retrouvons Lara en Syrie, dans une Jeep en pleine zone de conflit. Elle a payé un homme qui connaît la région pour l'emmener vers une oasis. Un hélicoptère de combat s'approchera d'eux. Le guide a trahi Lara contre de l'argent. Et regrettablement, l'engin fera feu sur la Jeep, provoquant la mort du conducteur et plus tard l'explosion de la Jeep. Lara s'en sortira en atterrissant pas très loin de la frontière nord-ouest. Elle se relèvera, non sans difficulté, et atteindra l'entrée d'un tombeau caché. Dans ce dernier, elle découvre des fresques confirmant ce que son père avait déjà trouvé. Le prophète de Constantinople était capable de guérir miraculeusement les malades. Celui-ci fut injustement exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Un mur friable lui fera découvrir la fameuse oasis qu'elle cherchait tant. En grimpant les ruines, elle apercevra l'hélico surplombant l'oasis. Elle pressera le pas pour atteindre l'ouverture menant au tombeau du prophète. Dans celui-ci, Lara fera preuve d'ingéniosité pour remplir la tombe d'eau. Elle y trouvera de nombreux documents relatant la traque du prophète par les Trinitaires, sa mort et le mystère qu'il soit finalement encore en vie et réfugié dans le tombeau avant que celui-ci ne soit détruit par les Trinitaires. Lara atteint la tombe et y découvre un tombeau vide. Elle se cachera dans la tombe alors que les Trinitaires débarquent et placent des explosifs partout dans le tombeau. Leur commandant sera surpris de voir Lara surgir de la tombe et lui révélera être à la recherche d'un artefact. Lara avouera n'avoir rien trouvé. Mais alors que celui-ci saisit son couteau, Lara a réussi à lui substituer son déclencheur d'explosifs. Elle le fera exploser et profitera des éboulements pour s'enfuir du tombeau. À la sortie, elle y verra un symbole qui lui semblera familier. Elle fera des recherches dans la bibliothèque du manoir Croft. Alors que Jonah la retrouve, Lara lui révélera que les Trinitaires étaient à la recherche de la source divine et qu'elle s'est souvenue de l'endroit où elle avait déjà vu ce symbole, dans un livre de son père qui indique la cité perdue de Kitej en Sibérie. Elle sait qu'il y a un lien et peut-être trouver la source divine là-bas. Quelque chose qui pourrait tout remettre en cause comme la maladie, la souffrance et la mort.
Jonah se fout des mystères et ne souhaite pas revivre des événements semblables au Yamatai, ainsi que de perdre Lara qui, selon lui, devrait arrêter d'être obsédée par ces mystères pour se rendre compte que ces histoires ne sont pas les seules choses qui lui restent. Après le départ de Jonah, Lara se fera agresser par un trinitaire. Jonah reviendra au bon moment, mais l'agresseur s'enfuit avec le livre contenant les informations de la cité de Kitej. Lara et Jonah n'ont pas d'autre choix que de partir à la recherche de la cité pour trouver la source divine avant les trinitaires. Elle ne serait absolument pas entre de bonnes mains s'ils parviennent à la trouver avant Lara. De retour au moment où Lara a été prise dans l'avalanche, cette dernière reprend ses esprits. Alors que Jonah annonce être retourné au refuge via la radio, Lara n'aura pas le même succès pour établir une communication. Elle reprend donc sa route à travers la neige à la recherche d'un abri. Elle trouvera des morceaux de bois et de la peau de cerf sur la route que les loups auraient semble-t-il dévoré. Lara allumera un feu et l'on découvre le nouvel arbre de compétences et les diverses améliorations d'armes. Elle confectionnera un arc et se mettra à chasser cerfs et biches avant de récolter des ressources quand Lara est alertée par une fusée de détresse et un signal radio des trinitaires qui semblerait faire face à des difficultés. Elle se rend à l'endroit d'où est tirée la fusée et tombe nez à nez avec un ours. Il la pourchassera et Lara s'enfuira, puis se défendra avant d'être éjectée de la falaise, puis de perdre connaissance. Un flashback survient alors, Lara était une enfant et se trouvait dans le bureau de son père. Ce dernier préparait l'expédition la plus importante de sa vie. Sur son bureau, on remarque subtilement des documents à propos d'un prophète et de la Syrie. Bien sûr, Lara n'y prêtera pas attention, elle qui est pleine d'entrain en annonçant à son père qu'elle serait désormais son assistante. Richard Croft est persuadé que Lara entrera un jour dans l'histoire, quand elle grandira. Le flashback prend fin alors que Richard répond à un appel important. De retour en Sibérie, Lara se réveille et titube. Elle se met donc à la recherche de baies et de tissus pour créer un bordage. Elle découvrira par la même occasion que les trinitaires traînent autour d'une vieille installation soviétique datant de la guerre froide. Elle se rend alors compte que pour l'atteindre, elle devra traverser la grotte dans laquelle vit l'ours. L'aventurière cherchera donc des amanites tue-mouches, des champignons mortels qui lui serviront pour l'élaboration de flèches empoisonnées. Ce qu'elle fera une fois de retour au feu de camp, puis se reposera avant de passer à l'attaque. Un autre flashback survient dans lequel on aperçoit Richard Croft exploser de colère au téléphone. Il clame qu'une certaine découverte serait la plus importante de sa carrière et qu'il se fiche de sa réputation. La jeune Lara accourt demandant ce qu'il se passe, malgré ses paroles rassurantes disant que l'on reconnaîtra ses découvertes, Lara s'enfuit de la pièce en hurlant qu'elle souhaite que tout cela s'arrête et qu'elle souhaite retrouver son père d'avant. Pendant ce temps, un coup de feu réveille Lara. Des trinitaires sont proches et poursuivent un homme et une femme dans la forêt. L'homme se fera attraper puis exécuter, l'un d'eux donnera l'ordre de poursuivre la femme. Il aperçoit alors de la fumée. En se rendant à l'endroit, il découvre le feu de camp de Lara. Il tire dans l'abri, mais cette dernière ne s'y trouve plus. Le joueur reprend alors le contrôle de Lara, qui se trouve sur une branche d'arbre juste au-dessus du trinitaire. La zone est infestée de trinitaires et se feront mettre à terre par Lara. Une fois la zone nettoyée, Lara trouvera quelques objets, dont un journal audio d'un soldat de l'ordre de la Trinité. On apprend que l'ancien complexe soviétique servirait de base aux Trinitaires et qu'un certain Constantin ferait des discours aux nouvelles recrues. Il réussit à donner la foi à pas mal d'hommes brisés. Un mystérieux objectif les motive. Celui d'un monde nouveau auquel même les non-croyants auront un rôle à jouer. D'autres collectibles seront trouvés comme des reliques, des caches de survie contenant différentes ressources, des sacoches d'explorateurs permettant de révéler sur votre carte les emplacements des grottes, des coffres-forts et des caches de monnaie. Une carte de l'archiviste permettra de révéler les emplacements de documents et de fresques. Des défis sont toujours présents sur chaque zone. Dans celle-ci, il faut fouiller des corps par exemple. Mais revenons à l'histoire du jeu. D'autres documents révéleront que les Trinitaires ont eu un émissaire au sein des Mongols pour traquer le prophète. L'armée mongole aurait trouvé Kitej. Ils souhaitaient se débarrasser du prophète pour nettoyer la terre de ses mensonges et mettre la main sur la source divine. Ils se serviront des prisonniers pour attaquer la cité par surprise pendant la nuit. Un tracker était également envoyé par les Trinitaires pour suivre le prophète après la condamnation du tombeau. Il suivra son périple et apprendra que beaucoup l'ont hébergé et refusent de dire ce qu'ils savent, même sous la menace. Un comportement étrange qui conforte le tracker dans sa quête d'éliminer le prophète. Ces différents documents permettent à Lara d'améliorer son apprentissage de langue grecque et mongole. Cela lui permet de déchiffrer les écritures sur des monolithes et de découvrir les caches de monnaie sur la carte. Lara se rend alors dans la grotte de l'ours, l'étourdit avec des flèches empoisonnées et le tuera. Dans la grotte, Lara découvre un coffre-fort qui comporte une pièce d'arme. Comme dans le reboot, trouver toutes les pièces permet de déverrouiller une nouvelle arme au feu de camp. Des nouvelles du tracker sur un document nous informent que le prophète a franchi les limites de l'Empire et se dirigeait vers le nord. Alors que le prophète semble connaître chaque langue de chaque endroit qu'il visite, le tracker, lui, ne communique qu'avec son épée dans l'arrière-pays.
Lara atteint donc une grotte de glace. Malheureusement, dès sa première tentative d'atteindre la sortie, le mur de glace se brise et Lara se retrouve plus à l'intérieur de cette grotte. Elle explorera malgré elle et trouvera différents documents du tracker. Son périple l'amènera à tuer un défenseur du prophète ayant tenté de le tuer pendant son sommeil et son inexorable rapprochement du prophète malgré sa fatigue et la mort de sa jument qu'il a dû découper pour se nourrir. Cette visite de la grotte permettra à Lara de s'essayer à la nage dans l'eau gelée et de dénicher un vaisseau de glace faisant office de tombeau facultatif. Son histoire est contée dans des documents. C'est un homme du nom de Caraldus, accompagné de Trinitaires, qui ont obligé le capitaine du Maria Adula et ses hommes de se rendre au plus près du prophète, quitte à ce que le bateau soit pris dans la glace. On apprendra que le capitaine gardait toujours une fiole de poison sur lui et qu'il s'en servira contre ses tortionnaires. Ce vaisseau est donc prisonnier des glaces et il faudra jouer avec la physique des éléments afin de pouvoir atteindre le trésor qu'il transportait. La récompense est un codex permettant d'apprendre une nouvelle compétence. Après cela, Lara trouve le moyen de quitter la grotte de glace et arrive devant le complexe soviétique comme prévu. C'est alors qu'une flèche évite de peu Lara. Cette flèche fut tirée par la mystérieuse femme qui était en fuite un peu plus tôt. Malgré les paroles rassurantes de Lara, cette dernière reste méfiante et prévient que la prochaine fois, elle ne la ratera pas. C'est alors qu'une explosion les distraira. La mystérieuse femme se volatilise et Lara reprend sa route. En se posant sur un feu de camp, Lara se demande si cette personne serait une descendante du peuple du prophète. Vers le complexe, Lara découvre une crypte. Celle-ci est dédiée à l'astronome et ami du prophète Kokos de Nicée. C'est lui qui guidait le peuple du prophète grâce à sa connaissance des étoiles. Le tombeau ouvert permet de récupérer une pièce d'arme. Vers le chemin du complexe, un cadavre d'un trinitaire et un document seront trouvés. Cet homme avait descendu un gamin et semblait se conforter dans l'idée qu'il le faisait pour une mission divine. Des trinitaires patrouillent et Lara se débarrassera d'eux en usant de la ruse et de la diversion. Toutefois, un hélicoptère indique que d'autres trinitaires se posent sur la base. Dans la cour du complexe, Lara éliminera d'autres hommes et un document prouvera que certains ne savent même pas les motivations des trinitaires qui les emploient. Lara grimpera des installations lui permettant par la suite d'atterrir dans le complexe. Elle tuera 2 trinitaires questionnant un homme sous la torture. Il expliquera que quelqu'un est fait prisonnier avant de rendre l'âme. Un autre document explique la construction des chemins de fer par les soviétiques. Beaucoup d'hommes ont péri et n'ont pas eu de cérémonie ou d'enterrement pour leur dignité. Était-il ici pour les métaux précieux des montagnes ou pour la source divine ? En se faufilant dans une pièce, plusieurs hommes des Trinitaires reçoivent Constantin, l'homme que Lara avait croisé en Syrie, qui se montrera impitoyable envers un de ces hommes en lui crevant les yeux car il n'avait pas su réaliser une mission qu'il lui avait confiée. Suite à cet exemple, il motivera ses hommes à redoubler de vigilance pour réussir à bâtir un monde nouveau. Il se fait alors appeler par radio car un des captifs de la prison en saurait beaucoup sur l'artefact. Peu après son départ, Lara éliminera tous les hommes de la pièce. L'explosion de la citerne permettra d'ouvrir un chemin vers l'extérieur. Le but de Lara sera désormais d'atteindre la prison pour rencontrer le prisonnier et apprendre ce qu'il sait sur la source divine. Elle devra trouver un moyen discret pour l'atteindre car la prison semble entourée de gardes. Sur sa route, elle croisera un homme tuant des trinitaires et qui confiera une mission secondaire à Lara. Celle de détruire toutes les antennes radio qui permettent aux trinitaires de communiquer. Lara s'exécutera et sera récompensée d'un crochet pour forcer les serrures. Durant son avancée, divers feux de camp présentent certains journaux audio du père de Lara, comme la fois où Ross lui apprenait comment se servir d'armes à feu. Ce sera sans succès, mais cela permettra à Ross de l'apprendre aussi à Lara. Durant son exploration dans cette grande zone, Lara récupérera encore des collectibles, dont des documents nous apprenant que les soviétiques étaient bien à la recherche de richesses de la montagne. Malgré tout, le peuple du prophète tenait à les éloigner le plus possible d'eux. Toutefois, beaucoup d'entre eux se feront capturer et seront obligés à creuser leur propre montagne. Ils avaient sous-estimé leur nombre et ils se doutaient qu'un jour, ils découvriraient leur secret. Une crypte dédiée à Damien le maçon du prophète sera explorée et offrira encore une pièce d'arc-ancien. Lara découvre une scierie autour de laquelle rôdent des loups et des biches. Une bonne occasion pour chasser et récolter des peaux. Un autre tombeau facultatif se trouvera dans une vieille citerne faisant intervenir beaucoup d'énigmes sur la physique, de l'eau et de la logique afin de débloquer une nouvelle compétence. D'autres documents détaillent un peu plus le profil des différents trinitaires, comme un contremaître qui écrivait à sa femme qu'il avait hâte de la revoir, alors qu'une autre lettre nous apprend qu'il sait qu'elle n'est plus de ce monde et que beaucoup essayaient de ne pas le lui rappeler pour qu'il puisse travailler sans être perturbé. Bien sûr, la route de Lara sera parsemée de trinitaires, dont un qui ne veut plus travailler pour eux et proposera à Lara d'échanger des objets essentiels contre des pièces de monnaie que Lara trouvera un peu partout. Ces objets sont assez utiles comme un incendeur ou un lance-grenade entre autres.
Un journal audio de cet homme sera trouvé un peu plus loin et confiera s'être trompé de camp et qu'il a l'impression de s'être retrouvé dans une secte. Elle tombera sur Constantin en pleine conversation radio avec ses commanditaires et faisant son rapport sur la situation. Lara sera surprise par des trinitaires puis assommée. À son réveil, elle est attachée dans une pièce en compagnie d'Anna qui ne semble pas savoir comment elle est arrivée ici. Elle lui dira de leur dire ce qu'elle sait pour être tranquille. Lara essaiera de se délier mais Constantin débarque dans la pièce et voudra faire parler Lara à propos de l'emplacement de la source divine en étranglant Anna. Lara ne sait absolument rien et cela mettra fin au coup de bluff d'Anna qui est complice de Constantin. Lara sera choquée par cette révélation. C'est à cause d'Anna que les Trinitaires ont pu suivre Lara jusqu'ici. Anna essaiera de conclure un accord avec Lara, mais cette dernière refuse à la vue de ce que font les Trinitaires. Elle questionnera Lara sur sa raison à vouloir retrouver l'artefact. Si c'est pour redorer le nom des Croft ou présenter sa découverte aux yeux du monde. Mais Lara lui crachera la figure quand Anna lui dira qu'elle n'est qu'une pauvre fille apeurée. Alors que Constantin souhaite se débarrasser de Lara, Anna l'en empêchera pensant qu'il y a encore un moyen de la faire changer d'avis. Lara est donc conduite en cellule pour réfléchir. Dès son arrivée, Lara se libérera de ses liens grâce à un objet caché dans ses cheveux. Elle rencontrera un autre prisonnier dans la cellule voisine. Celui-ci veut également apporter son aide en jugeant qu'elle a besoin de lui. Mais Lara rétorquera qu'elle ne sait pas qui il est. Elle déboîtera un tuyau relié à un radiateur et en profitera pour détruire un mur fissuré et atteindre une pièce contenant un arc courbé qui lui permet d'agripper les objets entourés de cordes. Il y en a justement un au-dessus de la porte de sa cellule. Elle déboîtera l'objet et sortira de sa cellule. En récupérant ses affaires dans un casier, le prisonnier convaincra Lara de le délivrer. Il connaît très bien les lieux et possède des informations sur la source divine. Une fois délivré, il dira se nommer Jacob. Alors qu'ils se rendent vers la sortie, différents documents encore attesteront de la folie de Constantin ou encore les plans d'Anna. Les diapositives retracent l'histoire de ce lieu avant que Jacob ne fasse part de son plan de rejoindre la gare de triage afin de trouver le chemin vers son village. En sortant du bâtiment, beaucoup de trinitaires traînent autour de celui-ci. Lara les réduira au silence et se rendra dans la salle de commande et ouvre l'accès à Jacob. Elle le rejoint dans un bâtiment d'où Constantin et Anna, qui sont frères et sœurs, établissent un plan pour envahir les natifs dans une zone derrière la montagne. Constantin fera part de ses doutes quant à l'attachement d'Anna sur Lara. On apprend d'ailleurs qu'Anna serait gravement malade et que la source divine permettrait de la guérir. Alors qu'ils sont alertés par ce qu'il se passe en prison, Lara profite de fouiller leurs recherches. Mais les gardes sont sur le point de débarquer. Jacob prendra la fuite et Lara se cachera dans les souterrains. En trouvant une sortie, Jacob contactera Lara pour lui dire où se trouve la gare de triage. Lara se met donc en route après avoir pris le temps de remarquer que dans les documents découverts plus tôt, il y avait un enregistrement d'une séance de psy de Lara. Les Trinitaires voulaient sans doute qu'Anna s'en serve contre Lara. Durant son périple vers la gare de triage, toujours des mercenaires. Lara apprendra à confectionner des grenades à shrapnel avec des boîtes de conserve et de la magnézite et trouvera quelques documents sur les ambitions d'Anna et ce que doivent subir les jeunes recrues des Trinitaires. Lara retrouve Jacob à la gare de triage qui se débrouille très bien de son côté, mais ils se font immédiatement assaillir par un hélicoptère. Alors qu'ils suivent les différents wagons, un missile barre leur avancée. Ils sont cernés et Lara n'a d'autre choix que de sauter dans l'eau fraîchement découverte par la glace brisée. Après une longue séance d'apnée dans l'eau glacée, Lara trouve la sortie et se fait à nouveau assaillir par l'hélicoptère. C'est un vrai parcours du combattant qui s'annonce et qui se terminera par la chute de Lara dans l'eau à cause des missiles de l'hélico. Un flashback survient et montre Lara découvrant son père mort et une arme à la main, vraisemblablement un suicide. À son réveil, Lara est dans une grotte mise à l'abri par Jacob. Alors que Lara expliquera sa motivation, Jacob lui demandera de l'aider à repousser les Trinitaires et de laisser sa vallée en l'état. Malheureusement, Lara veut découvrir la vérité et ne veut pas renoncer. Jacob repart vers son village car il est inquiet pour son peuple. Il demandera à Lara de se reposer et qu'il reviendra très vite. Quelque temps après, Lara n'arrive plus à joindre Jacob et décide de partir vers le village en passant par le raccourci dans l'usine de cuivre que Jacob lui a parlé. Sur sa route, un homme blessé fera l'objet d'une quête secondaire, celle de tuer des loups vivants dans une grotte afin qu'il puisse se mettre à l'abri. Elle obtiendra des viseurs pour ses pistolets. L'homme de la cabane lui donnera aussi une mission qui consiste à délivrer des rescapés des Trinitaires. Un bâtiment bien gardé sera le lieu de leur captivité. Lara les sauvera et fera son rapport à l'homme qui lui donnera par la suite la mission de tuer un oiseau qui contient un message d'un espion sur les déplacements des Trinitaires. Récupérer le message et le ramener donnera encore plus d'accessoires d'armes pour Lara. Les rescapés qu'elle a délivrés plus tôt donneront également une mission, celle de récupérer des informations sur les Trinitaires dans un vieux goulag. Elle s'y rendra, se débarrassera des Trinitaires, récupérera les documents pour les rapporter et être récompensée d'un fusil silencieux.
Fini les missions secondaires, il est temps pour Lara de reprendre sa route et de tomber sur un léopard des neiges dont elle n'aura aucun mal à se débarrasser. En escaladant des falaises, surplombant un magnifique paysage, elle arrive à la Voie de Dieu, un des tombeaux facultatifs qui mettra en avant une énigme liée au vent. Cet endroit fut creusé par le vent et trouvé par un éclaireur du peuple du prophète alors que ceux-ci étaient perdus depuis plusieurs jours dans les montagnes. La musique l'aurait guidé jusqu'au temple. Musique créée par le vent. Ce temple est devenu très important pour le peuple du prophète qui le sacralise encore aujourd'hui. Un codex permet à Lara d'apprendre une compétence la guérissant automatiquement une fois par combat. Lara retourne donc au sujet principal de sa quête et elle arrive dans la cour de l'usine de cuivre. Des documents nous apprennent que les soviétiques avaient découvert ce que cachait la montagne et que le peuple des montagnes se sentait anxieux vis-à-vis de cela. Ils organiseront une rébellion pour les empêcher de découvrir la vérité. Rébellion qui tournera mal pour les soviétiques. Un autre document revient sur les doutes et les motivations d'Anna d'un point de vue d'un trinitaire. Dans l'usine de cuivre, Lara apprendra à crafter et se servir de cocktails Molotov avec de simples bouteilles trouvées sur les lieux. Bien sûr, il faut posséder les autres ressources demandées. Un autre tombeau facultatif sera découvert, un site de fouille qui mènera à un autre codex qui déverrouillera la capacité de mettre les pièges en surbrillance. Plus tard, plus en avant, dans l'usine de cuivre, Lara essuiera quelques affrontements. Un autre document nous apprend qu'un des trinitaires était une taupe et que ses commanditaires le surveillaient pour voir ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait mourir pour ça. Lara recevra un appel de Jacob qui semble mal en point. Lara se dépêche alors de traverser l'usine qui grouille de trinitaires. En dégageant le chemin obstrué à l'aide de Molotov, l'usine prendra feu et Lara devra faire face à des trinitaires protégés par des boucliers. En sortant de l'usine, un trinitaire s'apprête à assommer Lara, mais Jacob lui sauve la mise, et ils prennent donc le fameux raccourci ensemble. Un raccourci à travers des mines abandonnées à travers la montagne pour rejoindre la vallée. On apprend que les trinitaires ont certainement dû retrouver le matériel dont se servaient les soviétiques pour creuser dans la montagne. Alors qu'ils progressent à travers le passage, un éboulement intervient et les sépare. Avant de disparaître derrière un éboulement, Jacob criera à Lara de rejoindre Sofia et de lui dire que les trinitaires sont là. Lara se pressera de sortir de cet endroit instable. Jacob ne répond pas à l'appel radio et Lara sera forcée de poursuivre seule. Elle y croisera bon nombre de trinitaires et de documents expliquant que le peuple du prophète avait tout fait pour isoler les soviétiques et préparer l'attaque. Ils ont été jusqu'à démonter le chemin de fer ayant servi aux soviétiques de venir. Lara trouvera un couteau de combat qui permettra de tuer les ennemis discrètement et aussi pour couper des cordes et libérer notamment l'ascenseur bloqué. Elle peut à nouveau progresser et remarquer que les trinitaires essaient de démonter une porte menant vers la vallée. Lara se débarrassera d'eux et par divers moyens, elle s'occupera de faire céder la porte et de survivre à de nouveaux éboulements afin de poursuivre sa quête. À cette occasion, elle tombera sur une statue du prophète et certaines fresques qui retracent l'exode du prophète et de son peuple. Afin de garder la vallée secrète, le prophète bâtit une armée. Ses guerriers lui forgèrent un artefact nommé l'Atlas, afin qu'il puisse toujours connaître les secrets de sa cité. Selon Lara, il l'amènera certainement à la source divine. Lara progresse donc à travers des crevasses sous-marines avant de trouver une cité dans laquelle elle se fera mettre en joue par tout un peuple. La femme croisée au complexe la menacera quand Lara lui dira avoir été séparée de Jacob. Beaucoup d'entre eux pensent qu'elle l'aurait tué. Alors que la femme s'apprête à tirer une flèche, Jacob intervient et rassurera la femme dénommée Sofia. Elle n'est autre que sa fille et Jacob préviendra que Lara est une alliée et que les trinitaires vont débarquer très nombreux dans la vallée. Celui-ci donne l'ordre aux habitants de cette vallée de se préparer au combat. Lara souhaite également aider et pour cela, elle s'aventurera dans la vallée. Elle aidera les villageois en remplissant diverses quêtes secondaires, comme ramener des poulets dans un enclos, récolter des vivres en chassant des sangliers aux côtés de lapins, cerfs et biches. Et non, les écureuils ne servent à rien, et en profitent pour explorer la vallée et dénicher différentes reliques et documents relatant les anciennes batailles. Le mode de vie des villageois, comme la chasse ou les préparatifs, et l'inquiétude du prochain assaut des trinitaires. D'autres reviennent sur la disparition du prophète après la bataille de Kitej. On apprend que Jacob se serait éloigné de son peuple à cause d'une romance qui lui en rappelait une autre, avec une certaine Sofia. On devine alors qu'il a appelé sa fille en souvenir d'elle. Cette vallée sera l'endroit où Lara affrontera son premier lynx. C'est aussi l'occasion de discuter avec les villageois et observer les détails de leurs préparatifs. Ce sera également l'occasion d'explorer des cryptes comme celle de Rivka, l'architecte du prophète qui doutait de ses croyances avant qu'elle ne voie la vallée, qui fut une révélation pour elle. Un tombeau facultatif sera découvert, la maison des amoindris. Cette dernière servait de zone de quarantaine pour les lépreux qui finissaient leur vie ici. En effet, impossible d'avoir accès aux soins dans cette vallée. Heureusement, un codex apprendra à Lara la guérison accélérée.
Après toutes ces activités, Lara assistera à un discours d'encouragement de Sophia, puis Jacob la contactera pour lui demander d'allumer le feu de signal afin de prévenir les colonies alentours. En prenant la route pour s'y rendre, Lara découvre la crypte d'Aurora, le médecin du prophète qui a permis de sauver bon nombre de personnes grâce à ses connaissances durant le périple du peuple du prophète. Après ça, Lara amorcera l'ascension de la tour du signal. Au sommet, elle trouvera du pétrole permettant désormais d'enflammer ses flèches. Elle allumera le signal, elle ira ensuite rejoindre Jacob, mais un hélicoptère lancera l'assaut vers la position de celui-ci. Le temps que Lara arrive, Jacob a eu le temps de se faire capturer avec d'autres alliés. Jacob fera diversion, se débarrassera du garde, donnera un fusil à pompe à Lara qui éliminera plusieurs ennemis à travers les habitations avant de devoir affronter un pyromane. Un tir de fusil dans les bonbonnes le fera taire définitivement. Les Trinitaires se replieront et pendant ce temps, Constantin apprend la nouvelle, il pense qu'il aurait dû tuer Croft quand ils en avaient l'occasion, mais Anna lui dira qu'elle réussira certainement là où il a échoué. Constantin n'appréciera pas cette remarque, mais Anna lui rappellera de faire attention car leur commanditaire de l'ordre de la Trinité pourrait venir s'en mêler. Ils n'auront aucun scrupule à les tuer. Elle dit avoir besoin du pouvoir de la source avant que ça n'arrive. En priant, Constantin verra dans son sang un signe de Dieu et qu'il doit vaincre ses ennemis par le sang. De retour avec Lara, on découvre les dégâts de cette attaque avec beaucoup de villageois blessés et mourants. Lara demandera si l'Atlas est en sécurité. Jacob répondra qu'il est dans la tour bien gardé par beaucoup de ses alliés, mais qu'ils ne sont pas prêts pour subir un tel assaut. Lara proposera de s'y rendre pour aider, mais Jacob affichera sa méfiance et se demandera si elle souhaite vraiment y aller pour eux ou pour ce qu'elle recherche. Elle répondra franchement qu'elle souhaite s'y rendre pour ces deux raisons. Jacob donne à Lara l'autorisation de s'y rendre. Il la rejoindra plus tard avec des renforts une fois qu'il aura aidé son peuple et les blessés sur le lieu de l'attaque. Encore une fois, des récits évoquent l'abandon de Kitej par le peuple du prophète. La neige aurait enseveli la cité et ces derniers se retrouvèrent sans prophète et sans ses guerriers. Au prochain feu de camp, un journal audio concerne un message de Richard pour Lara, ses différentes fouilles archéologiques et apprentissages de coutumes du lieu qu'il visitait. Lara se souviendra également de sa première parcelle attribuée, ainsi que sa joie d'avoir l'impression de participer à quelque chose de grand. Un tombeau facultatif nommé les catacombes des eaux sacrées sera découvert et proposera une énigme liée aux embarcations présentes et au courant. Le peuple du prophète possédait même quelques voleurs qui souhaitaient s'approprier les trésors de ce lieu selon un document. Mais ce lieu servait surtout d'endroit pour les funérailles de leur peuple quand ils perdaient la vie. Le codex de ce lieu apprend à Lara à voir le cœur des animaux qu'elle chasse grâce à un instinct de survie. Elle reprend son chemin et débarque à l'Acropole. Sophia serait sous les catacombes de la tour selon les informations de Jacob. Lara s'approchera de la tour et apercevra des hélicos de Trinitaires en route vers celle-ci. Sur sa route, Lara trouvera des récits sur Delcius, le premier apôtre du prophète, lors de sa première rencontre avec celui-ci. Alors qu'il avait vu des tas d'imposteurs, ce dernier était doté d'un discours et d'une vérité limpide. Lara arrivera à un camp abandonné, lui aussi rempli de documents concernant la survie et le passage d'un mode de vie aisé à celui un peu plus rude qu'ils ont obtenu par la suite. Une relique censée contenir certains restes du prophète, mais celui-ci est vide. Lara arrive donc dans une cour où les Trinitaires ont capturé des villageois. Ils obtiendront l'ordre de les exécuter. L'ordre sera immédiatement réalisé sans que Lara ne puisse réagir. Elle les éliminera puis poursuivra son avancée vers des souterrains. La bataille fait rage et Lara éliminera un paquet de Trinitaires avant de tomber sur des Trinitaires torturant des prisonniers pour les faire parler. Elle s'occupera d'eux et délivrera les prisonniers. Parmi eux, Sophia qui fait désormais confiance à Lara. À la vue de ce massacre, Lara dira à Sophia que son peuple a déjà assez souffert. Mais Sophia sera intolérable sur ce point. Son peuple est là pour défendre la source divine jusqu'à la mort. Lara demandera ce qu'elle peut faire pour les aider. Sophia lui demande alors de trouver un moyen de dégager le passage. Ce que Lara réussira en trouvant une cache de munitions et en se servant de grenades pour crafter des flèches-grenades. Cela lui permet de débloquer certains accès. Une fois aidée, Sophia annoncera à Lara qu'elle sait qu'elle recherche la source divine, mais son peuple la défendra jusqu'à la mort. Lara rétorquera qu'ils sont déjà en train de mourir. Lara semble comprendre, mais on annonce l'arrivée des Trinitaires vers la tour. Lara ordonnera à Sophia d'emmener le peuple en lieu sûr et prendra le chemin vers la tour non sans découvrir un document nous apprenant que le père d'une femme est porté disparu depuis qu'elle lui aurait rapporté que les envahisseurs arrivaient avec de puissantes armes. Ce dernier serait parti à leur rencontre et aurait agi sans réfléchir. Après de nombreux affrontements à l'avantage du peuple, on aperçoit un hélico des Trinitaires s'écraser. Cependant, Sophia contactera Lara par radio en lui disant que les Trinitaires seraient nombreux à la tour et que Sophia et ses alliés seraient bloqués dans les catacombes sous la tour. Lara cherchera donc à s'y rendre et après la découverte d'écrits d'une personne du peuple ayant reconnu un homme recueilli comme étant le prophète, elle affrontera une dizaine de mercenaires avant que Jacob ne la rejoigne en disant qu'il craint d'autres attaques.
Suite aux exploits de Lara, ce dernier lui accordera le droit de savoir ce qu'est la source divine. Il s'agirait d'un artefact qui semblerait contenir un morceau de l'âme de Dieu. Le contempler offrirait l'immortalité. Toutefois, il existe une communauté qui l'aurait toujours convoité et voudrait imposer leur idéologie au monde. Leurs soldats deviendraient alors invincibles. Lara voudrait que Jacob l'aide à mettre la main dessus, avant les Trinitaires. Mais Jacob refusera, disant que ce n'est pas le fardeau de Lara. Mais Lara assurera que si, surtout depuis que son père a sacrifié sa vie pour ça. Jacob rétorquera que cette découverte ne comblera jamais le vide qu'elle possède. Lara s'en ira en annonçant qu'elle trouvera l'artefact, avec ou sans son aide. Elle croise alors Sophia qui souhaite lui apporter son aide. Elle dira ne pas l'accompagner car il y aurait une armée d'immortels la protégeant et qu'ils seront les derniers remparts pour les Trinitaires. Mais Lara n'est pas convaincue que cela arrêtera les Trinitaires. Avant de repartir, elle lui donnera une bobine de fil de fer. Ce nouveau matériel lui permet de se servir de son piolet comme d'un grappin afin de franchir des obstacles auparavant infranchissables. Un document prouvera que le peuple du prophète se tenait toujours prêt à se battre, même en temps de paix. Finalement, Lara est de retour dans la vallée géothermique et Sophia l'avertit par radio de faire attention car les Trinitaires seront certainement à la cathédrale. Lara passera par plusieurs cabanes abandonnées pour s'y rendre. Lara découvrira plusieurs documents qui font état de la relation de Jacob avec une certaine Alia. Ce dernier avait un rôle à jouer auprès de son peuple, mais il reste humain. D'autres documents racontent toujours les sessions de chasse du peuple, puis il y a ceux d'Anna et de Constantin qui montrent toujours des signes de folie dans leurs écrits. Surtout Constantin qui dira qu'il veut être le seul à tuer Croft avant de se raviser en disant que l'objectif n'est pas de tuer un autre Croft et ne pas tomber dans cette vengeance. Sans parler de certains soldats espions qui, après avoir été découverts, vouent une foi inébranlable à Constantin pour leur avoir pardonné ce péché ou ceux ayant découvert que Constantin n'est pas celui qui tire les ficelles de ses opérations. Et enfin, les écrits du premier apôtre qui racontent comment il a rejoint le prophète et abandonné le luxe malgré la colère des gens de sa profession. Malgré tout, Lara combattra plusieurs trinitaires et pourra désormais lancer des émetteurs radio pour faire diversion. Elle arrivera enfin à la cathédrale et apercevra Anna. Alors que les gardes sont sur le point d'arriver, Lara court vers elle et la prend en otage. Anna donnera l'ordre de la tuer, mais Lara, voyant son pied pris dans une corde, tirera sur les explosifs dérobant le sol et se retrouvant suspendue dans les airs avec Anna grâce au poids des générateurs qu'elle détruira. Une fois au sol, Anna criera qu'elle peut toujours la rejoindre, mais Lara lui tire une balle et la blessera. Anna dira que Lara ne trouvera jamais l'Atlas car comme ses hommes, elle se fera massacrer par ceux qui est en train de massacrer ses hommes. Après une insulte bien placée, Lara est toujours décidée à retrouver l'Atlas. Au sol, un document nous apprend qu'Anna avait songé à rallier Lara du côté des Trinitaires, mais qu'aujourd'hui, elle serait prête à la tuer. Plus loin, Lara apercevra ce qui semble être l'Atlas. Une fresque revient sur les affrontements entre les gardiens du prophète et des envahisseurs. Une bataille qui est illustrée par l'utilisation de feux grégeois. Plus loin, plusieurs cadavres de Trinitaires brûlés vifs. Il y en a même un encore vivant que Lara pourra tuer pour abréger ses souffrances ou non. Pour poursuivre sa route, elle fera exploser le feu grégeois. D'autres récits compteront la fameuse bataille qui se terminera par la mort du prophète. La détermination du peuple à protéger la source divine et les Trinitaires toujours prompts à vouloir mettre la main dessus. Lara récupère finalement l'artefact, mais subira un véritable assaut dont elle triomphera. Elle suivra un couloir inondé dans lequel s'échappent des nuages de soufre. Un garde la repère et lâche des flammes. Lara se cachera sous l'eau et plus loin, un baril explosera et la forcera à se cacher à nouveau sous l'eau. Des morceaux d'ennemis se mettent à couler, montrant que les gardes sont en train de se faire massacrer par quelque chose. En refaisant surface, un autre garde aperçoit Lara, mais avant qu'il ne puisse réagir, il se fait transpercer par une lance et emmène Lara au fond de l'eau. Elle récoltera sur lui un respirateur lui permettant de respirer sous l'eau. Elle trouvera une issue l'amenant dans une salle où trône une statue autour de feux grégeois. Le but sera de conduire différents barils autour des structures pour faire sauter les fondations de celles-ci. Évidemment, toujours après avoir affronté quelques trinitaires et récupéré des documents parlant de la résurrection du prophète et de la surprise des trinitaires lorsqu'ils ont retrouvé le peuple du prophète alors qu'ils se sont entraînés à combattre durant plusieurs années. Une fois la statue tombée, d'étranges guerriers apparaissent alors dans la salle. Lara se hâtera de rejoindre l'autre côté et de grimper la structure tout en échappant la pluie de flèches qu'ils lanceront. Elle tombera dans un précipice où elle atterrira dans une grotte. Jacob lui demandera par radio de la rejoindre avec l'Atlas dans l'observatoire qui se situe dans les montagnes. Lara traversera la grotte pour rejoindre la vallée. On apprend alors que Jonas s'est échoué dans la toundra en essayant de retrouver Lara, mais le peuple de la vallée l'ont recueilli. Il est actuellement en haut d'une vieille forteresse.
Avant de le rejoindre, la découverte de documents nous apprenant que le peuple observait déjà Lara depuis un moment. Ce document nous fait réaliser que la fille dont le père a disparu n'est autre que Sophia. Même si on le devinait assez facilement, un autre revient sur les regrets de Jacob d'être tombé amoureux et de sa future paternité qui lui donne l'impression de ne pas être un bon guide pour son peuple. Les bains de Kitej peuvent être découverts et si l'énigme de la montée des eaux est résolue, un codex apprendra à Lara de grimper les falaises plus vite avec ses piolets. Les bains de Kitej ont été créés pour enterrer les morts suite aux batailles. Les sols étaient trop durs pour les enterrer sous terre. La fosse du jugement est une autre tombe facultative, une mine dans laquelle les voleurs et criminels du peuple du prophète étaient enfermés pour purger une peine. Des travaux qu'ils étaient forcés de faire ainsi que des prières. Alors que certains écrits nous apprennent que certains étaient réticents à les laisser en vie comme l'ordonnait le prophète, d'autres écrits par des criminels eux-mêmes avouent qu'ils retrouveront bientôt le monde et ses plaisirs. Quoi qu'il en soit, Lara devra aligner des wagons pour les faire s'écraser sur une structure derrière laquelle se cache un autre codex. Lara partira enfin rejoindre Jonah, qui se rendront à l'observatoire retrouver Jacob. Ils utiliseront l'Atlas dans un mécanisme qui permet de le déchiffrer. Lara découvre alors que la cité de Kitej se trouve sous le glacier. D'ailleurs, certains documents pouvaient nous le faire deviner. Lara devine que Jacob était au courant, mais les Trinitaires débarquent et détruisent le toit. Lara est projetée vers l'extérieur mais se rattrape à une chaîne de justesse. Jonah récupère l'Atlas et se bat contre les Trinitaires. En voulant aider Lara, un Trinitaire l'attrape et l'embarque dans l'hélicoptère avec l'Atlas. En remontant, Lara retrouve Jacob affaibli. Il souhaite que Lara empêche les Trinitaires de trouver la source. Mais Lara veut sauver Jonah en priorité, même si cela implique de faire une croix sur ce qu'elle veut découvrir. Elle a déjà failli le perdre une fois, ça lui a suffi. Alors que les alliés de Jacob accourent pour l'aider, Lara se rend au complexe soviétique pour retourner au goulag. Elle pense que c'est là que se trouverait Jonah. Elle apprendra à fabriquer des flèches crantées qui permettent, une fois plantées dans du bois tendre, d'escalader les parois auparavant infranchissables. Divers documents provenant de Jonah compteront les risques qu'il a pris pour retrouver Lara. Un message audio du père de Lara nous apprend aussi que la disparition de son épouse était peut-être une motivation pour la quête d'immortalité. Alors que Lara progresse, une tempête de neige se lève et elle trouvera refuge dans une grotte. Un flashback survient et l'on voit Lara promettre sur la tombe de son père qu'elle rétablira la vérité juste avant d'être emmenée par Anna vers Jonah qui l'attendait pour partir en Sibérie. C'est alors que Lara se réveille et reprend sa route. Elle se rapproche du goulag et un focus se fait sur Constantin et Anna qui déchiffrent l'Atlas et savent que Kitej se trouve sous le glacier. Constantin veut immédiatement mettre ses hommes sur le coup, sans leur dire que les immortels pourraient y être comme ils l'ont été aux archives où se trouvait l'Atlas. De toute façon, ils mourront pour la cause. Anna se montrera inquiète qu'ils ne soient que des marionnettes des Trinitaires jusqu'au moment où ils trouveront la source. Mais Constantin la rassurera en disant que ce ne sont pas les Trinitaires qui l'ont choisi pour cette tâche. Et qu'une fois la source trouvée, ils ne pourront rien faire car il sera à la tête de l'armée immortelle de Dieu et qu'il pourra sauver Anna. De retour avec Lara, on entend via radio que les gardes mettent au courant Constantin que le prisonnier est prêt pour interrogatoire. Elle trouvera des traces qui mèneront aux Trinitaires et n'hésitera pas à se débarrasser d'eux. Ces traces proviennent de machines servant à opérer les forages et fouilles pour la cité de Kitej. D'ailleurs, c'est aussi par la glace percée par les Trinitaires qu'elle arrivera à se rapprocher du lieu qu'elle recherche. Des documents nous en apprendront un peu plus sur la relation Anna-Constantin. Constantin pense avoir été choisi par des voix et des marques sur ses mains apparues en pleine nuit. Ce serait la raison de sa motivation à remuer ciel et terre pour sauver Anna. Alors qu'en réalité, Anna l'aurait manipulé en lui murmurant des choses la nuit et en taillant des marques sur ses mains. Lara se retrouvera à l'endroit où l'Atlas a été déchiffré, personne n'est présent dans la pièce et reprendra l'Atlas. Elle remarque sur les caméras de vidéosurveillance que Jonah est en plein interrogatoire. Cela provient d'un bâtiment non loin d'ici. Le chemin pour s'y rendre sera parsemé d'embûches, de trinitaires et de séquences spectaculaires. Elle atteint finalement la prison et trouvera un document prouvant que le peuple de la vallée surveillait Jonah et prenait soin de lui sans qu'il le sache. Il ne représentait aucune menace pour eux. Lara glissera la clé des cellules au prisonnier du goulag et apercevra Constantin essayant de faire parler Jonah. Lara s'apprête à tirer sur Constantin mais la vitre est renforcée. Profitant de cette distraction, Jonah se jette sur Constantin, le désarme et le met en joue. Malgré les cris de Lara suppliant de le tuer, Constantin jouera la comédie, attendrissant Jonah et le poignardera au moment où il s'y attendra le moins. Constantin quitte le goulag en donnant l'ordre à ses hommes de tuer tout le monde dans ce lieu. Lara réussira finalement à briser la vitre avec un extincteur et accourt vers Jonah qui s'excusera de n'avoir pu tirer sur un homme désarmé.
Les prisonniers débarquent alors, et l'un d'eux dira à Lara que Jonah mourra car les Trinitaires s'apprêtent à mener l'assaut. Lara leur donnera l'ordre de barricader la porte et se lance elle-même à l'assaut des Trinitaires afin de protéger le goulag et peut-être permettre de sauver Jonah. Un feu de camp permet d'écouter le père de Lara qui raconte que beaucoup d'écrits sur son sujet étaient faux et montés par des gens qui ne comprenaient rien. Lara pensera aussi que cela pourrait être un coup des Trinitaires pour le discréditer. Une fois prête, Lara ira se confronter aux Trinitaires. L'affrontement ne sera pas de tout repos avec l'hélicoptère qui la prendra pour cible ainsi que le gaz qui l'obligera à plonger sous l'eau et se débarrasser de ses ennemis en toute discrétion. Une fois les soldats repoussés, Lara retrouvera Jonah sur le point de mourir. C'est l'un des prisonniers qui dira que Jacob peut l'aider à l'observatoire. Ils s'y rendent et Jacob commence à dire une incantation et appliquer de la poudre sur la blessure de Jonah qui disparaît miraculeusement. Mais ce n'est pas pour autant que Jonah est hors de danger. Jacob dira à ses hommes de maintenir la pression. Lara comprend alors que Jacob est le prophète. Il expliquera que la source divine existe bien car il l'a vue. Son pouvoir est prodigieux, mais en aucun cas divin. Il ment à son peuple depuis des générations afin de les protéger. Les immortels sont en réalité ces soldats qu'il a rendus immortels. Il expliquera que les immortels ont recouvert Kitej de glace au moment de l'assaut de l'ennemi afin de garder le pouvoir de la source divine. Les Trinitaires pourraient faire de même s'ils mettent la main dessus, mais à échelle mondiale. Mais Sophia rapporte que les Trinitaires s'apprêtent à briser la glace par la force. Lara pense qu'il reste un espoir en empruntant le passage secret pour accéder à Kitej avant les Trinitaires. Cependant, il est dangereux car il s'agit du chemin des immortels, mais Lara est décidée à y aller. Jacob ouvre alors un passage menant à l'observatoire. Ce dernier cache l'entrée secrète vers le chemin des immortels. Après moult séquences d'escalade, Lara aperçoit l'observatoire et, à l'intérieur, un planétaire qu'il faudra gérer afin d'atteindre le fameux passage secret. Un document nous apprend la fin de l'histoire du tracker qui, très fatigué, a enfin réussi à atteindre le prophète et son peuple, mais s'est évanoui. Ils ont alors pris soin de lui. Ils l'ont guéri et lui ont permis de rentrer chez lui en lui confisquant son épée. Mais même avec, il ne serait pas capable de tuer l'homme qui l'a sauvé. En poursuivant sa route, Lara percevra les immortels à maintes reprises et atteindra enfin la cité secrète. Un écrit nous conte ce que les prisonniers de la glace ont pu vivre avant qu'ils ne meurent. En souhaitant se rendre plus au cœur de la cité, Lara se fera presque repérer. Pensant être sortie d'affaire, elle se laissera surprendre par un immortel au détour d'une corniche. Elle l'abattra mais atterrira dans un endroit rempli d'immortels. Elle devra subir plusieurs affrontements avant d'être hors de danger et d'y trouver d'autres documents sur la naissance des immortels du point de vue d'un trinitaire ou bien les habitants qui ont essayé de s'entraider avant de périr. Après de dernières acrobaties et chutes, Lara se retrouvera enfin dans la cité de Kitej. Cette dernière grouille d'immortels qui patrouillent dans les rues remplies de maisons détruites. Ces dernières comprennent encore bon nombre de documents qui font état des prisonniers de la cité qui se savent condamnés, surtout avec des êtres qui renaissent de leurs cendres. Lara découvrira le dernier tombeau facultatif, la chambre de l'exorcisme, et son énigme centrée sur les explosions. Cela donnera la possibilité à Lara d'utiliser le feu grégeois pour ses flèches et cocktails. Lara arrivera finalement au cœur de Kitej, mais une porte lui barre la route. C'est alors qu'un projectile arrive droit sur elle. Elle évite de justesse et décide de prendre d'assaut le trébuchet et de s'en servir pour détruire la porte. Avant de s'y rendre, Lara trouvera la dernière crypte, celle de Valentinus, le chercheur du temps. Une fois au cœur de la cité, Lara trouvera des flèches perçantes qui feront plus de dégâts que les classiques. Les immortels viendront en nombre et après un dur combat, Lara devra détruire une autre porte pour se rapprocher de la source. Elle se servira d'un autre trébuchet pour la fragiliser. Mais les immortels s'en mêleront et détruiront le trébuchet. Lara les affrontera puis devra débloquer leur trébuchet pour que ses projectiles puissent enfin détruire la porte. Une fois détruite, elle traversera les toits remplis d'ennemis et atteindra sa destination. Un projectile fragilisera le pont que Lara devra traverser sans perdre un instant. Une fois rétablie, c'est toute une armada d'immortels qui l'attendent. Après un long combat, le glacier s'effondre à cause des Trinitaires. Sophia et son peuple semblent en difficulté. Lara se mettra donc à grimper une tour pour se rapprocher des Trinitaires. De grandes séquences d'escalade attendent Lara. Elle sera témoin de l'ascension des immortels pour rejoindre les Trinitaires et de leur massacre lorsqu'elle se rapprochera un peu plus du sommet. Un des immortels tentera même de faire tomber Lara avant qu'il ne se fasse éjecter. Lara aperçoit Anna, mais avec cette bataille, elle ne pourra pas se faufiler si facilement. C'est alors qu'un projectile balaie le chemin. C'est Sophia qui a pris possession d'un trébuchet avec l'aide de son peuple afin de venir en aide à Lara. Lara contournera donc le sommet de la tour en y affrontant des trinitaires et immortels. Sophia sera évidemment d'une grande aide et Lara atteindra son but, c'est-à-dire le sommet. Constantin essaiera d'éliminer Lara à bord d'un hélico lourdement armé. Elle cédera des projectiles de Sophia afin de toucher l'hélico et devra affronter des vagues successives de trinitaires et immortels et de réapparition de Constantin.
il finira par s'écraser en portant Lara dans sa chute. Dans la pièce, des immortels font des rondes. Lara les éliminera puis se dirigera vers l'hélico enflammé, mais se fera surprendre par Constantin et perdra ses armes. Elle devra faire diversion et l'attaquer par derrière jusqu'au moment où elle lui plantera un couteau qui le mettra à terre. Il n'arrive pas à croire que cela se terminera comme ça alors qu'il était promis à un grand destin. Lara lui apprendra que rien ne lui a été promis et qu'Anna s'est servi de lui depuis le début et lui a fait croire ses histoires. Alors que Lara s'apprête à le laisser là et partir vers la source, Constantin provoquera Lara en disant que les Trinitaires ont tué son père. Il lâchera plein d'autres mots pour la provoquer et le joueur aura le choix de le laisser mourir ou de l'achever. Par la suite, Lara retrouve Anna dans la chambre des âmes. Elle tient la source divine et souhaite la révéler au monde afin de guérir tous les malades du monde et rendre les gens immortels. Mais Lara n'est pas d'accord. L'être humain n'est pas destiné à devenir immortel. Il doit garder sa mortalité, quitte à ce que la réputation du nom Croft ne soit pas restaurée. Un garde viendra avertir Anna qu'ils sont encerclés avant de se faire tuer par Jacob, dont Anna tirera 3 balles dans la poitrine. Elle essaiera de se défendre face aux immortels qui approchent, mais est vite à court de munitions. Elle se mettra alors à regarder la source divine pour gagner l'immortalité. Alors qu'elle obtient le pouvoir, celle-ci tombe à genoux, laissant tomber l'artefact. Lara le récupère et le brise. La conséquence est que les immortels disparaissent, mais pas seulement. En effet, Jacob perd son immortalité et Anna aussi. Jacob savait que Lara ferait cette action et il dira n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire. Jacob s'envolera dans un nuage de poussière. De retour au manoir, un journal audio du père de Lara nous fait remarquer que le plus important est ce que nous accomplissons et non qui nous sommes. Cette phrase après les événements en Sibérie seront désormais clairs pour Lara. Lara et Jonah s'apprêtent à partir pour une autre aventure et les indices sur la carte que l'on aperçoit laissent penser qu'il s'agirait du Mexique. Bien sûr, Lara aimerait faire des découvertes qui pourraient changer les choses et non pour elle ou pour son père. C'est la fin de Rise of the Tomb Raider et après le générique de fin, nous voici 2 semaines plus tôt en Sibérie en compagnie de Lara et Anna. Lara demandera à Anna si c'est elle qui a tué son père. Anna répondra qu'on lui en a donné l'ordre mais qu'elle ne pouvait le faire. Avant qu'elle n'en dise plus, Anna se fera tuer d'une balle dans la tête par un sniper. Le sniper demandera s'il s'occupe de Croft et son commanditaire répondra qu'ils s'en chargeront plus tard. Une ultime cinématique est proposée en reprenant l'exploration. Lara tente de remonter le moral de Sofia suite à la disparition de Jacob. Sofia qui est décidée à rester dans la vallée avec son peuple et le reconstruire pour partir sur de bonnes bases. Lara teasera qu'elle a encore beaucoup de choses à découvrir. Rise of the Tomb Raider récoltera de très bonnes critiques. Ses graphismes et son sens du détail en seront les premiers salués. L'histoire divisera cependant, certains la trouveront trop similaire au reboot de 2013 avec des personnages en retrait et des dénouements prévisibles. D'autres trouveront intéressant le focus de l'histoire sur le père de Lara et l'ordre de la Trinité. Ses séquences mémorables et sa scène finale mettront cependant tout le monde d'accord. Les combats diviseront également alors que l'arbre de compétences amélioré, l'artisanat et la furtivité seront l'objet d'éloges. C'est tout le contraire pour le nombre de combats jugés trop nombreux. Lara sera même jugée de tueuse de sang-froid. Les nouveautés seront bien perçues comme les quêtes secondaires assez intéressantes pour que l'on ait envie de les faire. Le grand hub explorable et la chasse améliorée convaincront. Ce n'est pas le cas des collectibles qui ressembleront plus à une collecte d'objets inutiles à la Assassin's Creed plutôt que de contenu réellement intéressant, comme ceux du reboot même s'il y en a quelques-uns. Le jeu embarquait également un mode expédition qui propose de retraverser les niveaux en s'infligeant des cartes bonus et malus qui multiplieront ou diviseront votre score. Ceci dans le but de partager son score avec le monde entier, mais aussi de générer de l'argent. En effet, les cartes sont distribuées aléatoirement aux joueurs dans le mode solo, mais il est aussi possible d'acheter des paquets de cartes aléatoires sur les différentes boutiques en ligne. Le mode sera bien perçu par certains, alors que d'autres le jugeront juste bon pour les youtubeurs souhaitant ouvrir des paquets de cartes en direct. Bref, malgré ses défauts, Rise of the Tomb Raider possède bon nombre de qualités qui le rend meilleur que son prédécesseur. Le contenu est gonflé, amélioré, même s'il ne corrige pas forcément toutes les erreurs du reboot. Malheureusement, les premières ventes ne seront pas extraordinaires. Le jeu sortait le même jour que Fallout 4, dont Microsoft était aussi un éditeur partenaire. Et effectivement, au Royaume-Uni, il sera classé 4e des ventes pour sa semaine de sortie, derrière Fallout 4, Call of Duty Black Ops 3 et FIFA 16. Il ne figurera pas non plus dans le classement des meilleures ventes dans son mois de sortie. Au niveau digital, les ventes seront 3 fois supérieures sur PC sans que l'on connaisse les chiffres exacts.
Square Enix et Microsoft seront malgré tout confiants et nous apprendront que les chiffres s'élèveront à 1 million d'exemplaires fin 2015. Le jeu proposera très vite du contenu supplémentaire avec en premier lieu un mode endurance le 29 décembre 2015 qui consiste à survivre et piller le plus de tombes possible en un maximum de jours. La carte est générée aléatoirement et il faut faire attention à sa jauge de faim et de froid. Pour cela, il faudra chasser et récolter des ressources pour créer des feux de camp. Un contenu qui sera bienvenu mais qui ne satisferont que les fans de ce genre de mode et de Tomb Raider. Le second contenu supplémentaire sera une extension de l'histoire nommée Baba Yaga, le temple de la sorcière, qui sortira le 26 janvier 2016. Elle se lance directement dans le complexe soviétique. Lara trouvera une femme enfermée dans un casier et blessée. Elle cherchait à se cacher des trinitaires. Elle se prénomme Nadia et demandera à Lara de retrouver son grand-père qui s'est rendu dans le vallon maudit, dans lequel vivrait la sorcière Baba Yaga. Cette dernière serait responsable de la mort de sa femme et il souhaite se venger. Lara se rendra vers le vallon. Pendant le chemin, Nadia lui expliquera par radio que sa grand-mère avait été capturée par les soviétiques pour les aider dans leurs recherches dans un avant-poste qu'ils avaient construit dans le vallon. Cependant, Baba Yaga n'était pas heureuse de cette intrusion et les aurait tous rendus fous. Selon Nadia, Baba Yaga vit dans une maison magique qui marche avec des pattes d'oiseau. Elle lui fera écouter une transmission d'un soviétique semblant se faire attaquer par quelque chose de surnaturel. Lara trouvera le campement du grand-père et s'enfoncera un peu plus vers le vallon. À l'intérieur, Lara trouvera un hôtel semblant représenter Baba Yaga. Lara trouvera une lettre d'Ivan, le grand-père de Nadia, qui dit qu'il veut saisir sa dernière chance de tuer Baba Yaga, car la prolifération de trinitaires pourrait l'en empêcher. Il lui donnera aussi quelques détails sur son passé de tortionnaire soviétique avant de changer grâce à sa rencontre avec sa femme. Un journal audio nous apprend que les trinitaires ont suivi le grand-père en pensant y faire une grande découverte qui leur permettrait de toucher une prime de découverte. En avançant plus loin, Lara respirera un pollen qui la fera halluciner. Le monde devient alors psychédélique et y croisera même son père. C'est en essayant de le rattraper puis d'assister à son suicide qu'elle sera confrontée à Baba Yaga et sa fameuse maison magique. Elle affrontera des loups surnaturels avant de plonger dans la rivière pour éviter de se faire écraser par la sorcière. Lara retrouve ses esprits et selon Nadia, elle serait dans l'avant-poste qu'avaient construit les soviétiques. Des documents écrits par la grand-mère nous apprennent qu'elle serait tombée amoureuse d'Ivan alors qu'elle était prisonnière dans le goulag. Ils avaient préparé leur évasion, mais elle était tombée enceinte entre-temps, rendant cette évasion impossible. À la naissance de Nadia, les soviétiques l'ont tout de suite séparée de son enfant et d'Ivan. Ils avaient besoin d'elle pour contrer les effets indésirables du pollen grâce à ses connaissances en botanique. Cependant, on apprend qu'elle cherchera plutôt à s'en servir contre eux. Avant de partir, Lara découvrira qu'elle a aussi mis au point un antidote pour contrer les effets du pollen. Bien sûr, toutes ces découvertes seront précédées de quelques énigmes. Lara retournera au complexe soviétique pour trouver les graines de ces fleurs d'où proviennent le pollen, chasser et récolter le foie d'un animal ayant métabolisé cette toxine en se nourrissant de ces fleurs. Et Nadia cherchera le moyen de savoir où trouver de l'insecticide indispensable à l'antidote. Seulement, les Trinitaires pensent que Nadia est responsable de la disparition de l'équipe Alpha et auront pour but de la retrouver et de la tuer. Elle se barricadera et posera des pièges aux alentours de sa position. Elle dira à Lara où trouver le composant chimique de l'insecticide. Il se trouve dans l'usine de cuivre. Elle le récupère mais les Trinitaires débarquent. Bien sûr, ils échoueront face à Lara. Les ingrédients en poche, Lara retourne dans le vallon de la sorcière. Grâce à l'antidote, elle découvre que le vallon n'avait rien du tout de surnaturel. Elle aurait malgré tout espéré revoir son père, mais différents documents expliqueront plus en détail les événements du goulag, dont la fuite d'Ivan avec sa fille, alors que Serafima était toujours prisonnière. Il rejoindra le peuple de la vallée, qui l'accueillera et acceptera de l'aider à sauver sa femme dans le vallon. Après une petite séquence de logique, Lara trouvera un ascenseur en forme de maison avec des pattes d'oiseau. Nadia l'a rejointe et elles sont prêtes à l'emprunter. Au bout, c'est le grand-père de Nadia qui sera retrouvé. Il est en proie à des hallucinations et Nadia lui donnera l'antidote et dira à Lara d'aller affronter la sorcière pendant qu'elle veille sur son grand-père. Lara poursuit et retrouve l'équipe Alpha. Selon un document, Baba Yaga se servirait d'eux pour se défendre, réussissant à les tuer puis les ressusciter. On découvre également que plus personne ne souhaitait aider Ivan après les retours d'hommes qui auraient croisé la sorcière et ses maléfices.
Lara atteindra finalement une grande pièce d'où le pollen lui donnera de nouveau des hallucinations. Elle prendra son antidote mais le fera tomber et brisera la bouteille, après avoir été surprise. Lara affronte donc Baba Yaga et son armée. Baba Yaga parcourt la pièce dans un chaudron volant. Elle se servira de ses flèches grappins pour l'immobiliser au-dessus du puits de gaz inflammable qu'elle déclenchera pour l'affaiblir. Elle répétera l'opération un peu partout dans la pièce, jusque dans les hauteurs. Nadia avertira Lara que son grand-père s'est réveillé et qu'il lui a révélé que Baba Yaga est Seraphima. Elle demande à Lara de ne pas la tuer. Lara poursuit donc le combat et après un dernier puits déclenché, Baba Yaga tombera dans l'eau. La grand-mère de Nadia sera démasquée et étonnée de voir Ivan débarquer alors qu'elle le croyait mort. Elle a fait tout ça car on lui aurait fait croire qu'Ivan était mort. Tout est bien qui finit bien pour la petite famille qui est désormais réunie. Un contenu qui recevra des critiques généralement positives, même si les zones sont généralement plus petites que dans le jeu principal, cette extension réussit à proposer un boss plus mémorable que celui du jeu principal. Ceux qui n'ont pas accroché au Rise of the Tomb Raider ne risquent cependant pas de changer d'avis avec le DLC. Un troisième contenu arrivera le 29 mars 2016 et se nomme Réveil glacial. Celui-ci peut s'apparenter à un mode zombie. Lara se rend dans une centrale soviétique dans laquelle a eu lieu des expérimentations sur des hommes afin d'en faire des soldats surpuissants. Le but est de détruire les générateurs qui risquent de répandre la toxine dans toute la vallée. Des hommes atteints par la toxine se promènent dans le complexe et seront alertés par vos bruits. Il faudra récolter différentes ressources et armes dispersées dans le complexe pour survivre. Les générateurs devront être désactivés en vérifiant les instructions de Nadia. Il faudra faire une action spécifique selon la véracité des instructions données par Nadia. Si Lara se trompe, les zombies seront alertés et elle devra affronter plusieurs d'entre eux. Une fois les 3 générateurs désactivés, il faudra détruire la centrale une bonne fois pour toutes pour éviter que toute la toxine ne se concentre en elle et crée un nuage qui se déploiera dans la vallée. Une fois détruite, Lara atteindra l'hélicoptère de justesse et ce sera la fin du DLC. Il est possible de réaliser des défis et d'utiliser des cartes pour augmenter les scores de fin de partie. Les retours seront très mitigés, un mode qui semble faire partie de ce qui était prévu au départ, mais vendu à part. Le changement est bienvenu dans la licence, mais ce DLC est beaucoup trop facile et finalement oubliable. Avant que Rise of the Tomb Raider ne connaisse une seconde jeunesse, l'univers de Tomb Raider continue son extension avec le comics Lara Croft and the Frozen Omen, écrit par Corinna Bechko et dessiné par Andy Green, Carmen Carnero, Andy Owens et Robert Atkins. Ce comics a la particularité de se dérouler dans l'univers Lara Croft et non dans l'univers du reboot. L'histoire commence au moment où Lara récupère le faucon de compagnie de Carter Bell sur une falaise, puis se poursuit au British Museum où Lara apprend qu'une figure préhistorique en ivoire aurait disparu. Les caméras de surveillance montreront le professeur John juste devant la statue qui disparaît subitement. Lara suivra le professeur qui, se sentant suivi, s'enfuit. Lara le poursuivra jusqu'à l'aéroport. Pendant ce temps, l'antagoniste est montré en Croatie. Il s'agit de Andrew Green qui est mis au courant qu'une première pièce est en route. Retour sur Lara qui a pris le même vol pour Belize que le professeur. Elle le retrouvera mais il ne se souviendra de rien ni même du lieu où il est actuellement quand soudain ils se font attaquer par des lianes. Lara essaiera de combattre mais est jetée loin de la cabane. Un inconnu entre dans la cabane pour les sauver mais se fait immédiatement posséder, tue John et récupère la statue. Lara ne réussira pas à le rattraper, mais elle est contactée par Carter Bell qui lui demande de venir en Turquie. Il lui explique alors qu'il travaillait sur une pièce d'ivoire et qu'un garde semblant possédé l'aurait menacé. Un policier vient alors arrêter Carter pour le vol de la pièce, mais il se fera abattre par le garde possédé. Lara et Carter se mettent à fuir. Pendant ce temps, l'homme possédé de Belize trouve une autre pièce d'ivoire dans une grotte sous-marine. De retour chez Green, on voit une femme qui observe le serviteur de Green. Ce dernier rend visite à son maître pour lui annoncer que 2 pièces sont en route. De retour avec Lara et Carter tentant d'échapper aux gardes, l'ombre qui le possède prendra possession d'une autre personne pour les rattraper. Dans une impasse, ils essaieront de le combattre, mais ce dernier s'accapare la pièce et s'échappe. De retour chez Green, la femme nommée Chloé fera la morale au serviteur de Green, dit de rendre encore visite à cet homme. Il la rassurera en disant qu'il s'est éloigné de la politique. Pendant ce temps, Green, dans sa grotte, s'éloigne de plus en plus de l'apparence humaine. L'homme de Belize s'attaquera à 2 policiers. Il prendra possession de l'un d'eux alors que la seconde pièce d'ivoire verra une ombre s'échapper d'elle pour prendre possession du second policier. Ils tueront l'homme précédemment possédé et un autre policier qui se ramènera en voiture. Lara et Carter se rendent en Amazonie pour rencontrer Stan Groos, un homme qui possède un musée privé et qui aurait en sa possession une pièce d'ivoire.
Il expliquera l'avoir congelée pour éviter que l'ombre ne s'en échappe. Cette créature laisse derrière elle un matériau semblable à de l'ivoire, puis sculpté en figurines et effigies. Alors que la créature était vénérée dans les temps anciens, celle-ci souhaitait brûler le monde pour mieux le recommencer. Mais l'alarme sonne et les deux policiers sont là. Ils prendront possession de Golem, puis de Groose et du faucon de Carter. Groose ordonnera à ses hommes d'enfermer Lara dans son coffre-fort. C'est ainsi qu'une des ombres récupérera une autre statue. Les ombres se rendent en Croatie. On y découvre un Green capable de garder un œil sur les événements grâce à des flammes magiques. Alors que des gardes se disputent pour savoir s'ils doivent vraiment laisser geler Lara et Carter dans la chambre froide, Lara tentera de s'échapper. Le garde réticent s'apercevra de leurs intentions. Il les mènera dans le désert et les lâchera seuls. Pendant ce temps, Chloé enquête sur la propriété de Green avec un ami. Ils découvriront des dessins qui commenceront à prendre vie et à se diriger vers eux. De retour au désert, Lara et Carter tentent de survivre et atteindront finalement un centre commercial où ils demanderont un téléphone. Groose atteindra la Croatie et apportera la dernière pièce à Green. Ils attendront l'aube qui promet d'être le premier d'un nouveau monde. Grâce aux traceurs sur le faucon de Carter, Lara et Carter atteignent la grotte de Green et trouvent le cadavre de l'ami de Chloé. Ils se retrouvent nez à nez avec des démons. Heureusement, l'aube les détruira, mais un monstre géant prend vie. Il fissurera le sol d'où les démons se libéreront. Les possédés seront dépossédés, de même que Green. Mais ce dernier, même humain, est pleinement engagé à créer ce nouveau monde. Il donnera l'ordre à son serviteur de tuer les anciens possédés qui essaient de le raisonner. De retour avec Lara et Carter, ils sont débordés par les démons et se faufileront par la fenêtre d'une maison et tomberont sur Chloé. L'action revient chez Green, le serviteur tuera le pilote de Groose par inadvertance. Il dira que ce n'est pas ce qu'il voulait. Chloé avouera avoir une liaison avec Green et le pense mort car il n'aurait jamais oublié de prendre de ses nouvelles. Grâce au faucon, ils réussissent à rejoindre la grotte de Green. Ils aperçoivent le serviteur tentant d'arrêter Green, mais se fera tuer. Voyant que le temps presse et qu'il faut empêcher de laisser la destruction se propager sur le monde entier, Lara saute sur ses cornes qui semblent être la source du pouvoir. 2 pièces d'ivoire en tombe sont récupérées puis détruites. L'apocalypse se stoppe. Plus tard, nous découvrons que Lara garde la 3e pièce dans son propre coffre-fort. Mais cette timeline se verra également dotée d'un roman par Dan Abnett et Nick Vincent qui reviennent pour écrire une histoire nommée Lara Croft and the Blade of Guinevere. Dans celle-ci, Lara et Carter Bell découvrent des reliques antiques dont l'épée de Guinevere. Ils se la feront voler et Lara sera en proie à d'étranges projections où elle est maîtresse de cette épée. À la fin, elle récupérera l'épée et découvrira pourquoi celle-ci est liée à l'Égypte antique et à Lara. Revenons à Rise of the Tomb Raider. La licence Tomb Raider s'apprête à fêter ses 20 ans. Pour l'occasion, beaucoup d'événements sont prévus. Un rassemblement de cosplay de Lara Croft à la Paris Games Week en 2016, un livre, un diorama de plusieurs statues par Gaming Heads, toujours en cours en 2022 d'ailleurs, mais surtout la sortie de Rise of the Tomb Raider sur PS4 le 11 octobre 2016 dans une édition 20e anniversaire qui comprend tous les DLC sortis sur les autres plateformes, dont une édition collector. Mais aussi de nouveaux DLC comme les tenues emblématiques de la licence et des DLC plus imposants comme Blood Ties, les liens du sang, qui n'est autre que le manoir Croft. Ce contenu est aussi jouable en réalité virtuelle, exclusivement pour le PSVR pendant 1 an, avant d'être disponible sur Oculus Rift et HTC Vive. Ce scénario supplémentaire nous apprend que Lara va perdre son manoir. En effet, ses parents avaient décidé de nommer Atlas, l'oncle de Lara, exécuteur testamentaire, au cas où il leur arriverait quelque chose. Atlas l'obligera à quitter le manoir. Il aurait ce droit car il n'y a pas de testament existant du père de Lara et l'on ne sait pas comment la mère de Lara a disparu. C'est donc dans le but de rechercher un possible testament et des réponses sur sa mère que Lara fouillera le manoir. Dans les différentes pièces du manoir, on découvre des documents à propos de la rencontre entre Richard Croft et Amelia, leur séparation à cause de l'obsession de Richard pour le mythe de l'immortalité, puis l'abandon de celle-ci pour récupérer Amelia. L'annonce de la grossesse d'Amelia, du choix du prénom de Lara, qui est un hommage à la fille de Ra, le dieu égyptien, puis enfin la mort d'Amelia, suite à un crash d'avion dans des montagnes enneigées. Bien sûr, nous en apprendrons plus sur la famille d'Amelia, dont Atlas, qui ne supportait pas leur relation. Ce manoir possède aussi de belles surprises. Tout d'abord des références aux anciens jeux, comme la musique de Venise de Tomb Raider 2 dans la bibliothèque. Des lettres de Winston qui racontent que Lara, qui était encore une enfant, l'aurait piégée et enfermée dans la chambre froide. Un évident clin d'œil à Tomb Raider 2 et 3.
Enfin, une véritable chasse aux indices et matériels afin d'accéder à des pièces secrètes du manoir grâce aux différents accessoires trouvés comme une lampe torche, capable d'être maniée avec la détection de mouvement de la DualShock 4 pour le mode VR. Et enfin, un pied de biche qui permettra de découvrir une crypte où se trouve la tombe d'Amelia. Richard avait essayé de créer l'élixir de vie pour la ressusciter sans succès. Une lettre d'Amelia pour Lara est également sur les lieux. La tombe d'Amelia permettra à Lara de garder le manoir face à Atlas. Des derniers objets clins d'œil sont collectables, comme une rose d'or faisant référence au secret de Tomb Raider 5, les doubles pistolets de Ross, une épée du Yamatai et l'Atlas. Vient ensuite le mode Lara's Nightmare, le cauchemar de Lara, un mode où Lara repense à la lettre de son oncle qui lui demande de quitter le manoir et cela se transforme en cauchemar, où Lara devra affronter des hordes de zombies dans le manoir. Le but sera de trouver 3 crânes flottants cachés dans des pièces aléatoires du manoir. Une fois les 3 crânes détruits, il faudra affronter un crâne géant dans le hall accompagné de vagues de zombies successives. Le détruire mettra fin au cauchemar et au mode de jeu qui attribuera un score selon vos bonus et malus équipés, ainsi qu'aux défis que vous aurez sélectionnés et remplis. Et pour finir, le mode Endurance Coop qui nous propose de revivre le mode Endurance avec un autre joueur en ligne. Ce contenu sera gratuit pour les possesseurs de Season Pass sur les autres plateformes. L'officialisation d'une sortie PS4 fera énormément d'heureux et Square Enix assurera une très bonne promo, faisant de cette édition un événement pour les 20 ans de Tomb Raider. L'équipe marketing accrochera une Jeep sur le côté d'un bâtiment sur Times Square. L'édition 20e anniversaire sera très bien reçue par la presse et les joueurs. La nostalgie y est pour beaucoup. La présence du manoir Croft, de clins d'œil, de tenues emblématiques des anciens opus jusqu'à la tenue antarctique de Tomb Raider 3 modernisée, ce Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire a tout pour plaire aux fans de la première heure. Un an après la sortie du titre, Rise of the Tomb Raider cumulera 7 millions d'exemplaires grâce à cette ressortie. En avril 2018, des versions macOS et Linux sortiront et très récemment, en novembre 2021, c'est un total de 11,8 millions d'exemplaires qui seront vendus. Un bilan très positif pour ce Rise of the Tomb Raider, mais cette Lara Croft doit vivre une 3e aventure pour que le terme de trilogie soit respecté. Mais ça, ce sera pour l'ultime chapitre de l'histoire de Tomb Raider.